Bonsoir à vous tous. Merci d'être venus ce soir et donc pour cette conférence grand public Fernand Seguin. Il y en aura d'autres au printemps prochain. La prochaine aura lieu certainement au mois de mars. Et le sujet se portera sur le test post-traumatique. Le chercheur devait être là, mais malheureusement il s'était excusé, il est grippé. Donc on va commencer par cette première conférence qui va donc porter sur le cerveau des jeunes et des drogues. Et les drogues, et donc je vais présenter le chercheur qui est Stéphane Potvin, qui est ici donc, et qui est chercheur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il est présent depuis au moins une dizaine d'années au centre de recherche Fernand Seguin, et il a publié au moins une bonne cinquantaine de publications scientifiques portant sur le domaine des cannabinoïdes, du cannabis, du rôle de la toxicomanie et de la santé mentale, aussi sur la douleur. Et il sera assisté de Josiane Bourque, qui est candidate à la maîtrise, et aussi d'Élie Riscala, qui est ici là, qui a fini sa maîtrise. Et aussi, il y aura un ex-consommateur qui a eu la gentillesse de venir ce soir, qui s'appelle Carl-Philippe Roy, qui va donc témoigner. On va me présenter, je m'appelle Carl-Philippe Roy. Je suis vraiment content que vous soyez venus aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi que Stéphane, Élie et Josiane m'aient invité. Puis j'espère que je vais pouvoir vous aider avec mon expérience à un peu plus comprendre c'est quoi, de façon concrète, l'expérience d'un toxicomane, dans mon cas. Pour faire grosso modo très rapidement ma vie, j'ai 22 ans, je suis un étudiant à l'université, je suis en actuariat. Puis moi, je me suis toujours pensé plus fort que les autres, plus fin que les autres, meilleur que les autres. Puis que la drogue, moi, ça n'allait jamais rien faire sur moi parce que j'étais plus fort que ça. Mais j'avais tort, ça m'a amené à des choses que je n'aurais jamais pu penser, que ça aurait pu m'amener. Mais j'ai eu la chance et la volonté de vouloir changer. Et j'espère que je vais être capable de vous transmettre la même volonté que j'ai eue. Alors, passez une belle journée. Bonne journée. Excusez-moi, là. Bonne conférence. Excellent. Merci beaucoup, Carl-Philippe, de ta présence. Le son, c'est bon, ça va bien? Oui, OK, excellent. Alors, Stéphane Potvin, chercheur au Centre de recherche Fernand Seguin. Je vais vous faire un petit aveu. Les gens en recherche, ça arrive parfois qu'on a des gros égos, qu'on pense avoir la vérité, puis qu'on n'écoute pas les autres. Ça arrive. À ce soir, ce que je voudrais qu'on fasse, la première chose, c'est on a préparé un petit sondage qui est vraiment tout simple, qui n'est pas scientifique pour Saint-Saëns. On aimerait vraiment beaucoup, si vous puissiez le remplir. Évidemment, vous n'êtes pas forcé de le faire, mais on aimerait avoir votre feedback sur qu'est-ce qui devrait être les priorités de recherche sur la thématique de ce soir, qui est la toxicomanie à l'adolescence. Votre point de vue, on l'estime beaucoup. On va lire si vous avez des commentaires à faire. Il y a un espace pour le faire, puis on va les lire, vos commentaires. Deuxième chose aussi que je veux dire, c'est ce soir, c'est une soirée de vulgarisation scientifique, donc c'est pas ma soirée à moi. Je considère que c'est beaucoup plus la soirée de Josiane, de Carl-Philippe et d'Élie. La thématique de la toxicomanie chez les jeunes, c'est une thématique de jeunes. Moi, je suis rendu un père, je commence à avoir des cheveux blancs, je me sens un petit peu vieux des fois pour ces questions-là. C'est vraiment leur présentation ce soir, beaucoup plus que la mienne. Moi, je suis là pour mettre la table d'une certaine façon. L'autre chose aussi, c'est qu'on va essayer une formule laquelle moi, je ne suis vraiment pas habitué, mais c'est quelque chose que je veux essayer tout de même. Il y a des gens qui, parfois, dans les conférences, au lieu de prendre les questions au micro, ce qu'on fait, c'est que les gens, au cours de la conférence, quand ils ont des questions, ils les écrivent, puis il y a des gens qui vont passer pour voir si vous en avez, puis à la fin, nous, on va regarder ça, puis on va vous répondre. Donc, oui, il y a une période de questions à la fin, inquiétez-vous pas, mais on va essayer une formule à laquelle moi, je ne suis pas habitué. J'espère que ça va bien se passer. Moi, il y a d'autres collègues qui l'ont fait et qui m'ont dit que c'est extraordinaire. On va voir ce que ça donne. Alors donc, pourquoi s'intéresser à la consommation chez les jeunes? Bien là, grosse découverte, il y a beaucoup de jeunes qui consomment. Alors à la base, quand on regarde les chiffres, entre les adolescents entre 12 et 18 ans, dans la dernière année, il y en a quelque chose comme 60% qui ont consommé de l'alcool au cours de la dernière année. 40-45, c'est le cannabis. Les psychostimulants, c'est un marché qui se porte bien. Ça varie selon les substances, là, entre 3 et 7%. Et Lee va en parler plus tard. Au Québec, on est des champions du cannabis dans les pays de l'OCDE. Le truc, c'est que pour la plupart des gens consommer l'alcool et les drogues, ça, c'est vraiment important de le mentionner,
c'est pas un bad trip, c'est très agréable, c'est très plaisant. Il y a plein de gens qui vont faire des essais, qui vont trouver ça très drôle, très trippant, très buzzant, très agréable, puis il n'y a pas de problème. Mais il y a par contre, pour une certaine minorité de gens chez qui ça va devenir un problème. Il y a des estimations suggérant qu'il y aurait quelque chose comme 5 à 5 % des jeunes qui, par année, auraient besoin d'avoir des interventions spécialisées à cause des problèmes qu'ils développent. Donc, pourquoi se soucier de la consommation d'alcool et des drogues si chez la majorité des gens, ce n'est pas un problème, puis c'est juste bien le fun, puis ça fait des bien bons parties? Bien, c'est parce que parfois, il y a des problèmes qui se développent. Et les problèmes, bien, c'est des problèmes d'abus, des problèmes de dépendance. Historiquement, quand on s'intéressait à la toxicomanie, on a beaucoup mis d'emphase sur la dépendance physique. Aujourd'hui, on s'est aperçu que ça, ce n'est pas le cœur de la toxicomanie. Il y a plein de facteurs qui permettent de pouvoir reconnaître c'est quoi une personne toxicomane, mais une façon simple de s'y retrouver, c'est les 4 C. La toxicomanie se caractérise par une consommation qui est excessive. Il y a un côté qui est compulsif dans la consommation. Les gens consomment de façon répétée. Un deuxième aspect qui est important, c'est la perte de contrôle. Il y a des gens qui vont consommer puis qui vont dire « Oh, ouais, mais à soir, écoute, il n'y a pas de problème, je vais prendre juste un verre puis ça va finir là. » Puis finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la personne, elle vire une brosse puis le lendemain, elle se retrouve avec un blackout parce qu'elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait de la soirée d'avant. Un autre des éléments vraiment importants aussi de la toxicomanie, c'est que c'est associé à un paquet de conséquences. Des conséquences sociales, des conséquences occupationnelles, des conséquences psychiatriques. On en entend parler beaucoup ce soir. Et il y a quelque chose qui fait chez le consommateur que soit ces conséquences-là vont être minimisées, ou vont être carrément niées, ou vont être interprétées d'une manière très différente des gens autour qui vont se dire « Mais pourtant, il y a un problème là présentement. » Et une autre des caractéristiques importantes, c'est toute la dépendance psychologique, les états de manque, les cravings. Ça aussi, on a des raisons de penser aujourd'hui que c'est un des noyaux durs de la consommation. Il y a des gens qui vont arrêter de consommer, ne consomment plus, mais pendant un certain temps, le goût de la consommation va rester là, puis il suffit de petits changements dans leur vie pour paf, ils rechutent. Alors, je parlais que, grosso modo, les problèmes de consommation, ça touche une minorité. Alors, juste pour voir avec vous à quel point c'est minoritaire, les problèmes de consommation. Par exemple, l'alcool. Parmi les gens qui ont essayé l'alcool une fois dans leur vie, c'est quoi le pourcentage de gens qui vont développer un problème de consommation? Là, répondez pas tout le monde en même temps, avec le nombre de personnes qui rassurent, ça va être un peu bordélique, mais dans vos têtes. 0,5, 1 5 15 30 c'est à peu près 15 des gens qui ont essayé l'alcool qui vont développer un problème de consommation. À peu près. Hein? Donc, on voit que la minorité n'est peut-être pas si minoritaire que ça. Qu'en est-il des autres substances? Encore une fois, petite question, laquelle de ces substances-là, selon vous, a le plus grand potentiel de dépendance? Encore une fois, répondez dans vos têtes. La réponse, c'est le tabac. C'est la cigarette qui a le plus fort potentiel de dépendance. Là, on a mis ici des chiffres à l'écran. Là, ces chiffres-là, c'est pas des valeurs absolues, là, c'est critiquable, ça varie d'une étude à l'autre, mais quand même, ça donne une idée d'un ordre de grandeur. Donc, ça va du tabac, héroïne, cocaïne, alcool, amphétamine, cannabis, puis les hallucinogènes qui ont moins un potentiel de dépendance. Par exemple, le cannabis, on entend souvent dire qu'il n'y a pas de dépendance. Bien, il y en a moins, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est entre 5 et 10 % d'habitude. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une substance a un potentiel d'abus ou de dépendance? Bien, il y a au moins 3-4 facteurs vraiment fondamentaux. Le premier, c'est qu'il faut que ça agisse sur le cerveau. La raison pour laquelle les êtres humains ne se pitchent pas au dépanneur pour aller boire de l'eau de Javel, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau de Javel dans notre cerveau. Cela dit, il y a un équivalent dans le cerveau pour toutes les substances que les êtres humains vont aimer consommer. Et ça, c'est valable, par exemple, je pense que le meilleur exemple, c'est l'héroïne. L'équivalent dans le cerveau, c'est les fameuses endorphines, dont je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais ce n'est pas vrai seulement pour l'héroïne, c'est vrai aussi pour la cocaïne. L'équivalent, c'est la dopamine. Le LSD à l'époque, c'est la sérotonine. Même le cannabis, il y a l'équivalent du cannabis dans notre cerveau. On a du cannabis dans notre cerveau. Jusque-là, par contre, ça n'explique pas pourquoi une substance a un potentiel de dépendance. Il faut plus que ça. Il faut plus particulièrement que ces substances-là viennent agir au niveau du système de récompense, qui est le circuit du plaisir. Ça, c'est un circuit dont les êtres humains ne voudraient absolument pas se passer. Et essentiellement, les drogues, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir, donc le système de récompense qu'on retrouve au niveau du système limbique et du cortex préfrontal. Et il y a dans ce système-là un neurotransmetteur ou une hormone qui est très importante, qui est la dopamine. On sait aujourd'hui que, puis ça s'est démontré chez l'animal et chez l'être humain, que la quasi-totalité des substances qui ont un potentiel de dépendance vont venir booster la dopamine dans ce système-là. C'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour les amphétamines, c'est vrai pour l'ecstasy, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour la kétamine, c'est vrai pour un paquet d'autres substances.
sauf les benzos. Cannabis, moins clair. Alors, qu'est-ce qui différencie une drogue d'une autre forme de plaisir qui pourrait aussi agir sur la dopamine? Parce qu'il y a des plaisirs de la vie aussi qui vont venir booster la dopamine dans le système de récompense. Il y a par exemple la sexualité, puis aussi la nourriture. La grosse différence, c'est que les drogues ont un caractère excessif. L'effet sur le cerveau, c'est fort. C'est trop fort d'une certaine façon. Juste vous donner une illustration, ça c'est un truc chez l'animal, je vous garantis, je ne reparle pas trop d'animal après, mais juste pour ce slide-là, on va faire une exception. Quand on regarde le boost de dopamine qui est produit par la nourriture chez l'animal, la dopamine est augmentée 2 fois. Avec la sexualité, 3 fois. Avec les amphétamines, 10 fois. Là, vous allez me dire, dans le fond, c'est une méchante bonne nouvelle. Ça veut juste dire que les amphétamines, c'est trippant. Ouais, c'est vrai, mais il y a un coût à ça. Et le coût, c'est que le cerveau a malheureusement un petit côté qui est... La manière qui fonctionne le cerveau, c'est qu'il recherche toujours l'équilibre. Puis ça, c'est valable pas juste pour l'alcool et les drogues, c'est valable aussi pour les activités sportives. Moi, par exemple, j'aime faire du rollerblade. Tu vas faire du rollerblade, c'est plaisant, c'est stimulant. Tu arrêtes après, tu vas avoir un petit, j'appellerais pas ça un crash quand même, mais tu vas avoir une petite période de sédation avant de revenir à ton état d'équilibre, puis là, de repartir faire ce que tu as à faire. Avec l'alcool et les drogues, c'est le même phénomène. C'est juste que le boost est tellement élevé, l'euphorie est tellement puissante, que le crash après va aussi être très puissant. Ça, c'est pour une dose. Maintenant, imaginez quelqu'un qui, la toxicomanie, c'est compulsif. Donc là, vous venez stimuler le système de récompense, la dopamine, puis vous la stimulez, la restimuler, vous la surstimulez. Qu'est-ce qui va se produire en bout de ligne? Bien là, le cerveau, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est redescendre à la baisse pour revenir à l'équilibre. Puis éventuellement, à force d'être trop stimulé, le cerveau ne parvient plus à revenir à l'équilibre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans un état de dépendance. Le consommateur n'arrive pas à retrouver l'équilibre, il consomme juste pour revenir à la surface, puis il se retrouve à avoir tout le contraire de ce qu'il y avait au début quand il a commencé à consommer. Donc, au lieu d'être dans le trip, l'euphorie, le fun, il va se retrouver dans la dysphorie, la dépression, l'anxiété, l'irritabilité, un paquet de problèmes. Maintenant, j'ai beaucoup mis l'emphase ici sur le fait que c'est la substance en tant que telle qui cause la dépendance. Mais ça, évidemment, chez l'être humain, c'est bien plus compliqué que ça, un être humain. La toxicomanie, c'est beaucoup plus une rencontre entre une substance et une personne qui a une certaine fragilité. Cette fragilité-là, on ne la connaît pas encore très bien, mais on commence à avoir une certaine idée des personnes qui sont peut-être un petit peu plus à risque. Par exemple, il y aurait peut-être des facteurs génétiques. En toxicomanie, ce n'est pas les facteurs génétiques qui ont le rôle le plus important à jouer, mais il y en a quand même. Il y aura aussi les stresseurs de vie, les traumatismes dans l'enfance, traumatismes physiques, les traumatismes d'autres nature aussi, ça pourra jouer un rôle. Évidemment, les problèmes psychiatriques, là, je pense qu'il y a un certain nombre d'intervenants aujourd'hui en psychiatrie. Les gens qui ont des problèmes psychiatriques ont plus tendance à développer des problèmes de consommation. Il y a aussi des traits de personnalité comme l'impulsivité qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes vont faire un virage de l'essai de la consommation vers la compulsion. Une autre chose aussi qui est bête, c'est qu'il y a aussi tous les facteurs qui influencent la façon dont on métabolise les substances. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'alcool parce qu'ici, c'est quelque chose qu'on comprend relativement bien. Il y a des gens qui prennent l'alcool, puis au bout d'un verre, ils sont tous sous. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, ça va leur prendre des grosses doses pour pouvoir se sentir pactés. Alors, il y a des gens qui sont un peu plus moumounes, puis il y a des gens qui sont un peu plus tough. D'après vous, laquelle des deux personnes qui est la plus à risque de développer une dépendance? Répondez dans vos têtes. Moumoune versus la personne tough. La réponse, c'est que c'est la personne tough. Donc, quand quelqu'un dit « Moi, je porte bien l'alcool, je n'aurai pas de problème à consommer », c'est la personne qui est plus à risque de développer un problème de consommation. Elle dit « Bien là, ça ne fait pas de sens. » Oui, ça fait du sens. Parce que la personne qui tolère moins l'alcool, c'est la personne qui, en montant juste un petit peu les doses, va se retrouver à avoir les effets toxiques de la substance très rapidement. Puis la personne va aller vomir, puis elle n'aura pas tellement les effets agréables. Tandis que l'autre personne qui porte mieux l'alcool, moi, je porte ça bien, il n'y a pas de problème, mais elle, justement, elle peut monter les doses, puis là, produire plein de changements dans le cerveau. Donc, quelqu'un dit « Moi, je suis tough, j'ai pas de problème, je la tolère bien, l'alcool », c'est pas forcément quelque chose qui te protège. Il y a ensuite aussi des facteurs qui protègent. Là, je ne ferai pas toute la liste, là, mais vous les voyez présentement à l'écran. Je vais peut-être juste parler d'une autre chose pendant que vous voyez ça ici. Il y a une superbe étude, qui a été faite. L'idée est super simple, mais c'est vraiment brillant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir
Ils ont débarqué à New York dans des quartiers où les gens avaient tout pour devenir dépendants. Ils sont dans les quartiers où il y avait la pauvreté, des problèmes de chômage, les substances étaient facilement disponibles, il y avait beaucoup de décrochage scolaire, etc., 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 etc. Puis ils se sont posé la question, qu'est-ce qui fait que dans ces milieux-là, il y a des gens qui ne tombent pas dans la dope? Puis la réponse, c'était pas qu'ils n'avaient pas essayé. Ils avaient aussi essayé, les gens qui ne tombaient pas dedans. C'était quoi la différence principale? C'est que c'est des gens qui avaient des occupations dans leur quotidien qui étaient gratifiantes, plaisantes et valorisantes. Et ces gens-là, pour eux, le coût de laisser tomber ça puis aller vers la dope était plus fort, puis ça faisait en sorte qu'ils n'y allaient pas. Maintenant, on a dit tout à l'heure que la toxicomanie, on a longtemps pensé que le cœur de la toxico, c'était les aspects de dépendance physique, le sevrage et tout ça. Puis j'ai dit tout à l'heure que ça, c'était pas tout à fait vrai. Une des bonnes raisons qu'on a de penser ça, c'est que quand les gens sortent d'une désintox, on peut les suivre par la suite pour voir combien de personnes vont rechuter. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'une fois que le sevrage est bien traité, il y a encore de 40 à 60 % des gens qui vont rechuter au cours de la prochaine année sur une période de 12 mois. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent rechuter malgré tout. Et ça nous a amené à penser que c'est beaucoup plus les aspects psychologiques que les aspects physiques du sevrage qui sont le noyau dur de la toxicomanie. Et là, présentement, il y a beaucoup d'intérêt qui portent sur comment on fait pour prévenir une rechute. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? Mais avant de pouvoir la prévenir, il faut savoir c'est quoi les facteurs qui provoquent une rechute. Alors, parmi les facteurs qui provoquent une rechute, il y en a un certain nombre. Un de ceux-là, c'est le fait de s'emmerder, l'anédonie. Si vous êtes un ancien consommateur de cocaïne puis que vous vous retrouvez du jour au lendemain à faire une job plate, ça se peut que la coke, elle vous manque. Il y a la pression des pairs aussi qui va jouer un rôle. Vous arrêtez de consommer, puis là, vos anciens chums viennent vous voir puis ils disent « Veux-tu reconsommer? Ça te tente ça? Oui, man, ça va être trippant, j'en ai de la bonne. » Ça peut être tentant de retourner. Il y a aussi les stresseurs. Ça, on le voit en clinique, c'est très clair que parfois, moins de petits stresseurs peut faire en sorte que la personne va retourner consommer. Puis il y a aussi un autre facteur qui est plus abstrait, mais qui est aussi important, c'est que tout l'environnement du consommateur joue aussi un rôle dans les rechutes. Parce que la toxico, c'est quelque chose qui est très contextualisé. Puis le contexte, ça nous rappelle la substance, puis ça peut nous redonner le goût. Et j'ai un exemple clinique de ça. Quelqu'un qui a été vu par un de mes mentors, Dr. Jean-Yves Roy, à la clinique Cormier-Lafontaine. Il y avait un consommateur qui a développé une dépendance au début de la vingtaine, puis à ce moment-là, il était à Los Angeles, le consommateur. Puis c'était quelqu'un de brillant, avec du charisme, de l'influence, quelqu'un de bonne tête sur ses épaules, puis il s'est dit, pour m'en sortir au fond, étant donné que mon contexte, Los Angeles, me rappelle tout le temps la dope, je vais changer de contexte, je vais aller ailleurs, puis je vais m'en sortir. Il est parti, il s'est emmené à Montréal, il arrive à Montréal, puis là, il parvient à s'en sortir. Par sa business, il réussit, tout fonctionne bien. 18 ans plus tard, il part en voyage d'affaires, le signe que ça va bien ses affaires. Il retourne en Californie et là, par mégarde, il se retrouve à passer dans les mêmes rues à Los Angeles où il avait consommé à l'époque. Qu'est-ce que ça fait? Ça lui a rappelé, ça a révoqué la mémoire du plaisir qu'il avait à consommer à l'époque. Ça lui a donné le goût, puis il est retombé dedans. Un des réflexes qu'on peut avoir malheureusement par rapport aux gens qui ont des problèmes de consommation, c'est de les juger puis de les regarder d'une manière moralisatrice puis de se dire « Mais coudonc, comment c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire preuve de volonté puis de se débarrasser de leurs habitudes? » Fait qu'un peu plus de volonté, ils devraient normalement y arriver. Ça, je pense que c'est erroné de voir les choses comme ça. Parce qu'en plus de tous les facteurs sociaux, psychologiques, qui jouent un rôle fondamental en toxico, on commence à penser aussi qu'il y a un petit peu de biologie qui joue un rôle là-dedans. Et j'ai ici un exemple clinique qui l'illustre très, très bien. C'est l'exemple d'un consommateur qui a été vu par des collègues au CHUM, qui est quelqu'un qui a une historique de polytoxicomanie, consommation d'alcool, de cocaïne, de PCP. Sa substance de choix, c'est la cocaïne. Ça fait 20 ans qu'il consomme. Il a réussi à se débarrasser du PCP puis de l'alcool, mais pas de la cocaïne. Et à un moment donné, malheureusement, il lui arrive dans sa vie que cette personne-là fait un accident cérébrovasculaire. Ça arrive avec la cocaïne. Et ça produit une lésion au niveau du striatum dorsal. Le striatum dorsal dans le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il joue un rôle dans tous les comportements qui ont un caractère automatique. Comme par exemple, si vous apprenez à conduire une auto, au début, c'est un effort conscient que ça prend. Éventuellement, on le fait et on n'y pense même plus. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on fait des accidents. Mais anyway. Toujours est-il qu'il y a des gens qui pensent que la toxico aurait ce même caractère-là d'automaticité. Alors lui, subit une lésion dans cette région-là. Et qu'est-ce qui se produit? Le consommateur, 3-4 jours après son accident cérébrovasculaire, la coke, ça ne lui manque plus.
Il n'y a plus de craving. Puis pourtant, c'était quelqu'un qui cotait là, sur des échelles de toxicomanie très élevées. Et du jour au lendemain, il ne pense même plus. Il n'est plus obsédé, il n'a plus les envies, ça ne le préoccupe plus. C'est comme si ça ne fait plus partie de sa vie, du jour au lendemain. Ce n'est pas un changement de volonté qu'il y a eu ici, c'est un changement neurobiologique. Donc, ce que je veux illustrer ici, c'est évidemment pas que ça va prendre des lésions au cerveau pour aider les gens qui ont des problèmes de consommation. Mais par contre, on pourrait éventuellement, par des techniques sophistiquées, venir inhiber ces régions-là, par des techniques qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Mais anyway, ça, c'est autre chose. Donc, toujours est-il que... Donc, ça vient illustrer que en dessous de tous les aspects psychologiques, sociaux, etc., il y a peut-être aussi une composante biologique qui fait en sorte que pour certaines personnes, je veux nuancer, ça peut être vraiment tough d'arrêter. Cela dit, il ne faudrait pas non plus que ce genre de résultats-là nous amène à nous dire « Ah ben voilà, le consommateur n'a aucune responsabilité dans son comportement et s'il ne parvient pas à arrêter, pauvre petit, c'est juste à cause de sa neurobiologie. » Vous voyez, il y a comme deux dangers. Le premier danger, c'est de stigmatiser le consommateur puis de le regarder en portant un jugement moral sur lui. Mais le deuxième en danger, ce serait aussi de le déresponsabiliser parce que par la volonté, il y a des gens qui s'en sortent. Puis on va en entendre même un cas intéressant ce soir-là. OK. Alors, pourquoi se soucier de la dépendance? Bien, parce que c'est difficile de s'en défendre, mais c'est surtout parce que ça a un paquet de conséquences. Ce soir, on ne va pas se concentrer beaucoup sur les conséquences sociales de la consommation, mais beaucoup plus sur les conséquences au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau. Et il y en a essentiellement deux grandes catégories qui vont nous intéresser. L'alcool et les drogues peuvent produire des effets psychiatriques sévères. Et ça, Élie et Carl-Philippe vont nous en parler dans 2 minutes. Moi, je vais parler encore quelques instants des effets sur le fonctionnement cognitif. Je vais revenir là-dessus. Puis après, il y a Josiane qui va venir nous parler. Bien, si c'est vrai que l'alcool et les drogues produisent ce genre d'effets-là, est-ce que l'adolescence ne serait pas une phase critique dans le développement de tous ces effets néfastes-là? Donc, les effets cognitifs, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? La cognition, bien, en fait, ça renvoie aux capacités attentionnelles, ça renvoie aux capacités de concentration, à la mémoire, ça renvoie à nos capacités d'organisation. C'est des fonctions qui sont excessivement importantes pour l'être humain parce que c'est ça qui fait qu'on est capable d'avoir une job, c'est ça qui fait qu'on est capable d'aller à l'école et c'est ça aussi qui fait qu'on est capable de s'organiser dans notre quotidien. Donc, c'est des fonctions vraiment, vraiment fondamentales. C'est des fonctions supérieures dans le cerveau. C'est important. Alors, quand on regarde l'alcool et les drogues, qu'est-ce que ça fait? Bien, le cannabis, c'est plutôt des effets légers sur le fonctionnement cognitif. Quand je dis des effets légers, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, mais c'est des effets qui sont plutôt légers. Dans le cas de la cocaïne, les effets sont plus sérieux. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait qu'au bout de 6 mois environ, ça semble s'estomper. Dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute la littérature qui existe sur le sujet, on a fait une analyse là-dessus, et c'est ce qui ressort. Méthamphétamine, crystal meth. Les effets sont importants. La durée, combien de temps ça dure, ça, c'est pas clair. Mais il y a des gens qui pensent que ça pourrait durer 8, 9, 10 mois avant que ça se replace. L'alcool, une substance légale, donc qui devrait être moins problématique. Il y a Catherine Stavro, qui est ici ce soir, qui a fait un super travail là-dessus. Elle a mis en ordre toute la littérature sur la question. 62 études, je pense, un travail de fou. Et ce qui ressort, c'est que l'alcool a non seulement des effets cognitifs importants, mais surtout, ça se replace après 1 an d'abstinence. C'est quelque part après 1 an d'abstinence, ça se replace. Puis n'oubliez pas que vous en avez la moitié qui rechute entre les deux, là. Donc ça suggère des résultats comme ceux-là qu'il y aurait certaines substances qui produiraient non pas un effet seulement sur le fonctionnement du cerveau, mais qui pourraient carrément avoir une toxicité sur le cerveau si ça prend autant de temps avant que ça se replace. Alors, il y a des techniques sophistiquées en imagerie cérébrale qui permettent d'aller étudier ces questions-là. Je ne vous écœurerai pas avec l'imagerie anatomique ce soir. Une slide. Et essentiellement, ce qui ressort de tout ça, c'est que quand on regarde les résultats de l'imagerie anatomique, pour ce qui est de la toxicité des substances, là où c'est clair, c'est l'alcool. Ça a des effets toxiques pour le cerveau et ça peut être, dans certains cas extrêmes, irréversible. Des cas extrêmes de consommateurs à très longue date. Crystal meth, on a des bonnes raisons de penser aussi que ça pourrait être neurotoxique. La démonstration n'est pas encore totalement faite, mais il y a des évidences qui vont dans ce sens-là. Ecstasy, chez l'animal, ça détruit les neurones à sérotonine. Chez l'être humain, démontrer que c'est neurotoxique, c'est pas mal plus difficile. C'est possible, mais ce n'est pas démontré.
Cocaïne, en tant que telle, ce n'est pas neurotoxique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut produire des accidents cérébrovasculaires. Puis généralement, un accident cérébrovasculaire, la fin est un peu moins heureuse que l'histoire que j'ai racontée il y a 2 minutes. Et pour ce qui est du cannabis, par contre, il semblerait que les effets de toxicité sur le cerveau seraient improbables, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec le cannabis, comme on va voir plus tard lorsque Josiane va nous en parler. Il y a peut-être certaines personnes qui pourraient quand même développer des problèmes avec le cannabis. Juste montrer des belles images. L'alcool, ou la substance où on a le plus de preuves, les régions qui sont les plus atteintes, c'est le cortex préfrontal, le cervelet, l'hippocampe. Le cortex préfrontal et l'hippocampe, ça joue un rôle vraiment important dans des processus comme les capacités de concentration, capacités attentionnelles, capacités d'organisation, de planification, le jugement, puis aussi la mémoire. Donc, sur ça, je cède la parole à Élie puis à Carl-Philippe qui vont parler maintenant des effets psychiatriques de l'ensemble des substances. Merci Stéphane, puis merci à tout le monde d'être présent ce soir. Merci de nous avoir invités pour cette présentation. Dans le fond, c'est un sujet qui me tient à cœur. En plus d'avoir eu la chance d'être l'étudiant de Stéphane pendant les 3 dernières années, je travaille à la clinique Nouveau Départ, qui est un centre de traitement spécialisé dans l'alcoolisme et la toxicomanie. C'est un sujet qui me touche puis que je trouve important de discuter parce que dans 1 personne sur 10 environ, on va dire, présente un problème d'alcoolisme toxicomanie. Dans toutes les familles, il y a un oncle alcoolique, il y a un oncle gambler, il y a un oncle toxicomane, puis on en rigole dans les soirées de Noël. Ah oui, mon oncle, il a fait ci, puis il a fait ça. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette personne a une famille, qu'il y a des conséquences néfastes de la consommation, puis qu'il y a des conséquences biologiques, professionnelles, interpersonnelles, relationnelles et sociales. Ce soir, moi, je ne veux pas faire une présentation très scientifique sur les effets psychiatriques reliés aux substances. J'irai plus en discutant des différentes classes de substances. Je n'aborderai peut-être pas chacune des substances que vous pouvez lire ici. Je discuterai des principales substances qui sont consommées, qui sont l'alcool, la cocaïne, ecstasy, amphétamine, puis le pot, marijuana. Juste pour faire une parenthèse rapide, brièvement ou sommairement, on distingue 3 classes de drogues, les dépresseurs du système nerveux central, comme par exemple l'alcool, les benzos, etc. Les stimulants du système nerveux central, la coke, l'ecstasy, nicotine, sel de bain, que récemment il y a eu quelques cas de sel de bain. Je mettrai aussi là-dedans les boissons énergisantes et les hallucinogènes, comme par exemple le pot. Pourquoi, je vais juste commencer en discutant de pourquoi que les gens consomment. C'est dans votre tête, vous devez savoir aussi pourquoi les gens consomment. Il y a des effets recherchés dans la prise de substances qui sont le bien-être, la détente. En anglais, on dit « feel well » ou « feel better ». Donc, on consomme pour 2 principales raisons, c'est sentir bien ou se sentir mieux. On associe ça, encore une fois, au cannabis à la détente, l'euphorie, la relaxation, et à l'effet stimulant. Avec l'alcool, on est capable de se sentir désinhibé, de parler en allemand des fois, même si on ne maîtrise pas la langue. Ça m'est arrivé quelquefois. Ça, c'est le bon côté. Je ne veux pas juste parler du mauvais côté, mais je veux parler du bon côté, qui est l'effet euphorisant, stimulant et sédatif, etc. Se sentir bien. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on commence à consommer pour se sentir mieux. C'est ça qui devient de plus en plus compliqué. Je vais commencer avec la substance numéro 1, moi que j'appelle la substance traître, qui est l'alcool. Je choisis cette photo, une belle photo que je trouve qui représente un état fréquemment retrouvé chez des personnes qui consomment de l'alcool, surtout les jeunes, parce que cette soirée, ça vise aussi beaucoup les jeunes. J'en vois pas beaucoup, mais ils dormaient, pas grave. Mais l'alcool, c'est la substance traître parce que l'alcool, hormis, oui, les intoxications sévères et les blackouts que Stéphane a abordés, il y a aussi des conséquences qui peuvent arriver à plus long terme. J'en discuterai pas parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a des cas, des atteintes neurologiques permanentes, Korsakoff, etc. Je n'irai pas dans les détails. Je vais commencer par parler du binge drinking ou du calage.
qui est rendu très à la mode chez les jeunes aujourd'hui. Je crois que Carl Philippe aurait peut-être une petite intervention là-dessus. On discutait de ça l'autre jour. Parfait, merci beaucoup, Élie. Alors, oui, effectivement, binge drinking, c'est concours de calage. Alors, si je peux vous donner un exemple que moi j'utilisais énormément, ça s'appelait le Centurion. Certains ne le connaissent pas. Le jeu est très simple. Tu prends une once de bière à chaque minute pendant 100 minutes. Si tu fais moyennement la moyenne, le total, ça fait un peu moins que 2 heures 18 bières. So, ça, c'est du calage, en d'autres mots. Comme on va être, comme moi, j'étais à l'université, alors mes initiations, tu jouais à Buffalo, tu jouais à des jeux qui incitaient à boire, à boire, à boire, à boire. Pourquoi tu fais ça? Ben, moi, je l'ai fait parce que, le monde le faisait, alors il n'y a pas de mal si le monde le fait, je vais le faire. 2, quand tout le monde est bien sous, ben, tu es au même niveau que les gens, alors tu n'as pas de problème, tu n'as pas honte. Ça te permet de te rencontrer au niveau socialement des amis. Là, après un gros party où tu as bu, après tu vas en parler après à tes amis, tu vas te péter des bretelles. Moi, je l'ai fait non-stop. Puis, ça t'amène des histoires, puis ces histoires-là vont te définir comme personne. Puis là, c'est là que tu vas continuer, puis tristement, ça va t'amener à des problèmes de plus en plus graves. Moi, par exemple, les conséquences, parce que moi, je suis un polytoxicomane, alors je ne suis pas dépendant d'une seule substance. Moi, je suis dépendant de toutes les substances qui existent sur la planète, tant le sexe que l'alcool, que la drogue, que la cigarette, que les jeux compulsifs. Mais moi, c'était surtout la drogue puis la kétamine, qui est un analgésant pour animal. Puis cette vie-là a eu comme conséquence que j'ai détruit mon unité familiale énormément. J'ai un père et une mère qui sont aucunement dysfonctionnels. J'ai une sœur non plus aucunement dysfonctionnelle. Mais j'ai quand même, moi, avec ma maladie, entraîné ces gens-là dans un enfer que je souhaite à personne. Et je vous épargne tout le côté où je me suis fait arrêter à plusieurs reprises. J'ai perdu mon permis de conduire à cause de l'alcool au volant. Puis ça a l'air simple à dire, puis des fois, ça a l'air drôle à dire quand tu es dans ton party parce que tu dis « Ah, moi, je suis un fou, moi, je suis capable de faire des choses que toi, tu n'es pas capable de faire. » Mais quand tu regardes au rebours, moi, j'ai pas de permis, puis c'est très difficile pour moi de me déplacer. Quand je rentre dans un poste, il faut que je déclare que j'ai été arrêté pour différents méfaits. Alors, il faut faire vraiment attention. Puis le binge drinking, c'est très subtil parce que tout le monde est fait, c'est légal de boire de la bière. Alors, tu ne penses pas que ça a des impacts. Mais le lendemain de veille, quand tu te réveilles, puis tu te rappelles vraiment pas avec qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as couché. Puis là, tu es comme, OK, il faut que j'aille prendre un test. Excuse-moi, mais c'est vraiment pas cool d'aller voir un médecin et dire j'ai besoin de faire un test de dépistage parce que je ne sais pas si j'ai pogné des maladies ou je ne sais pas si j'ai même mis un condom. Alors, il y a vraiment des conséquences qu'il ne faut vraiment pas banaliser. Puis étant jeune, on croit qu'on est invincible puis que ça va tout le temps arriver à l'autre puis ça va arriver à l'autre. Mais c'est vraiment pas le cas. Moi, c'est ça que j'ai eu. Puis next thing you know, 6 ans plus tard, je suis devant vous en train de vous parler de mes expériences. Merci, Carl Philippe, pour ce témoignage et cette ouverture. L'alcool, en gros, ce que je veux que les gens aussi retiennent, c'est que oui, c'est le fun quand on en consomme. Oui, les blackouts, il y en a parlé assez. Il n'y a pas un mois que moi je ne vois pas des personnes, surtout des filles qui viennent parler de blackout et de comment elles se sentent, des effets de dépression, d'anxiété, de culpabilité. C'est un remords incroyable chez les gens qui vivent un blackout le lendemain de veille quand ils ne savent pas ce qui s'est passé la nuit. Ça fait partie des symptômes, je ne suis pas psychiatre, mais ça fait partie de ce que je décris comme symptômes psychiatriques qui amènent parfois des idéations suicidaires chez les gens, qui amènent une irritabilité, puis un sentiment de ne pas être à la hauteur d'une mauvaise estime d'eux-mêmes. J'en parle rapidement de l'alcool, hormis les conséquences sociales qu'R. Philippe a abordées. Il y a des conséquences médicales, une atteinte du foie, une atteinte du système, une atteinte multisystémique. Il y a aussi le sevrage de l'alcool chez un consommateur chronique. Et un des seuls sevrages avec les benzos, si je ne me trompe pas, puis les barbituriques, qui peuvent être mortels si ce n'est pas contrôlé médicalement. Donc, c'est un des sevrages qui est très difficile à faire. Substance numéro 1. Je disais l'autre jour à Stéphane, à Josiane, Carl Philippe, je suis très fier d'être québécois, très fier d'être canadien aussi. J'ai mon passeport quelque part. Mais pourquoi je suis fier? Parce que
comme vous pouvez le voir, ça c'est des données de 2007-2008, je crois. 11, 13 et 15 ans, les gens qui avouent avoir consommé du cannabis dans les 12 mois précédents, Canada se positionne en première place avec à peu près 47% des jeunes 41% des jeunes qui avouent avoir consommé. On parle des 11 ans. On ne parle pas de Barbie, on parle du cannabis, qui est quand même une substance assez... qui a des conséquences. Chacun a son opinion là-dessus. Le pot, c'est une substance que dans la société, on a tendance des fois à banaliser, puis à dire que c'est une substance qui est une drogue douce, puis on a défaire un peu les gens qui vont dire qu'elle vous laisse passer à d'autres substances, puis vous amène à consommer d'autres substances. Mais encore une fois, c'est sûr que quand on parle de pot, il faut commencer par dire que la teneur en THC, le THC, c'est ce qu'il y a de métabolite actif qui donne ses propriétés au cannabis, a changé beaucoup depuis quelques années, depuis les 30 dernières années au moins. C'est une substance qui, oui, comme on a vu, fait de la détente, de l'euphorie, puis c'est une substance qui est peace. Par contre, elle a des conséquences comme l'anxiété, les paniques, les dissociations. Elle a des conséquences aussi très néfastes chez des gens qui ont des fragilités psychiatriques génétiquement. Elle peut déclencher des phases hypomaniaques, elle peut être responsable du déclenchement de la psychose chez certaines personnes qui ont des fragilités, d'où c'est une substance, moi, que je considère extrêmement néfaste, d'autant plus qu'elle est banalisée dans les sociétés occidentales, puis extrêmement consommée partout, puis en voie d'être légalisée à certaines places. Il n'y a pas aussi un mois, puis je sais qu'il y a des intervenants ici, il n'y a pas un mois qui passe où on ne voit pas des gens qui ont arrêté de consommer du cannabis depuis 2 mois, puis qui continuent à marcher la tête entre les jambes, puis à avoir de la difficulté à planifier, puis à être motivé. C'est controversé dans la littérature, mais ça cause ce qu'on appelle un syndrome amotivationnel. Un syndrome de bof, moi, que j'appelle cliniquement, je sais que ce n'est pas clinique ce que je dis, mais c'est un syndrome de remettre à demain ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'overdose mortelle avec le cannabis, ce n'est pas une substance qui va vous tuer, va vous rendre fou. Non. Mais c'est une substance qui est quand même néfaste pour le système, qui cause le cancer des poumons 5 fois plus que la cigarette. Car Philippe, avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, effectivement. Peux-tu amener dans 2 slides avant Bien pour sûr. les premières images? Alors, moi, le cannabis, évidemment, c'était une des substances que j'utilisais le plus. Puis, il ne faut vraiment pas le banaliser parce que c'est vraiment accès. Tu as l'accès tellement facile à l'avoir. Là. Tu peux demander à n'importe qui dans la rue, puis tu peux en avoir, puis c'est même pas une joke. Là. Puis, c'est vraiment rendu fort. Je sais que ça fait stéréotyper de dire à un jeune « Ah ouais, c'est plus fort que back in the days », mais sincèrement, je veux dire, quand tu es rendu que tu as le pot qui est comme vert flash puis qui est vraiment là, ça sent le chimique, il faut se poser des questions. Puis, comme disait Élie, au début, tu as du fun. Tu fumes, je dis pas qu'il n'y a rien de mauvais au pot, c'est une des raisons pourquoi j'en prenais. Tu avais du fun avec les gens, comme je disais, socialement. Puis, le meilleur exemple, moi, ça m'a toujours fait rire, c'est cette image-là là, des M&M au cinéma. Là. Je veux dire, qui n'a pas fumé un joint et aller au cinéma? Je veux dire, sincèrement, je l'ai fait tellement de fois que, genre, quand j'ai vu cette image-là, ça m'a fait rire parce que c'est une vraie réalité des stoners. Mais l'affaire, c'est, est-ce que tu te rappelles sincèrement du film? Tu sais, tu te le rappelles de l'avoir vu, mais tu te rappelles vraiment pas de ce qui a été dit. Puis j'aimerais bien faire tu sais, même 1 heure après, faire un examen synthèse, très facile, là, je le réussirais pas. Puis, pas mal, ça, c'est vraiment subtil parce que tu commences avec le cannabis, puis là, après, avec le cannabis, tu as accès. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui est épargné, là. C'est pas parce que tu es moins riche que tu n'auras pas accès à du pot ou, tu sais. C'est même le contraire, là, tu sais. Il faut vraiment faire attention, puis surtout avec ce qui est le pot médicinal et tout ça, tu as encore de plus en plus accès à. Alors, je pense que c'est pas mal ça, je peux le dire pour l'instant sur le cannabis. Si j'ai d'autres affaires, je vous en parlerai. Je peux me couper aussi. De temps en temps. Je parlerai, le temps presse aussi, mais je parlerai vite de la coke. Je ne vous donnerai pas un cours sur comment qu'on
forment les feuilles de coca en cette espèce de machine que vous avez tous dans la cuisine, non? Okay. En roche ou en poudre, parce que la coke, ça se consomme en poudre, sniffée ou injectée, ça se consomme aussi en roche. Les roches, c'est ce qu'on appelle le crack ou la freebase. Donc, ça se fume, ça atteint le cerveau aussi vite que lorsqu'on l'injecte. Et elle est plus addictive, la coke, lorsqu'elle est fumée que lorsqu'elle est sniffée, parce que ça atteint beaucoup plus vite notre cerveau. Il y en a même qui disent qu'elle est plus addictive lorsqu'on la fume que lorsqu'on l'injecte. En tout cas, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que dernièrement, les gens se font vendre dans la rue de la méthamphétamine ou du cristal meth au lieu de la cocaïne, qui est une substance extrêmement addictive, qui a un potentiel beaucoup plus addictif que la cocaïne. La méthamphétamine, on a mis une parenthèse, c'est l'amphétamine, c'est le speed, et la méthamphétamine, c'est du cristal dans le fond. Speed, ecstasy, cristal. Il y a différentes formes différentes. Ça peut être sniffé, ça peut être fumé, ça peut être pris en pilule. C'est toutes des substances qu'on appelle des psychostimulants, donc des stimulants du système nerveux central, qui ont des conséquences, dépendamment bien sûr. Je n'aborderai pas trop les conséquences reliées aux voies d'administration parce que ça ne sert à rien, mais c'est sûr qu'il y a un risque lorsqu'on consomme des substances par voie injectable, le transfert de certaines maladies. C'est sûr que lorsqu'on échange des seringues avec d'autres, vous le savez, toutes ces choses, j'en parlerai pas beaucoup. Les problèmes psychiatriques principalement reliés à ces substances, encore une fois, on est dans le même registre, le registre de la dépression, la dysphorie, c'est communément connu le crash cocaïnique ou le crash après une consommation excessive de speed. Ça dure habituellement 4 à 7 jours, puis ça empire avec les rechutes. Les gens peuvent demeurer anédoniques, puis énergiques, puis avec aucune motivation et de franches idéations suicidaires, pour en avoir vu cliniquement. Ils peuvent être très à risque de passer à l'acte lors de ces creux. J'imagine que Carl Philippe a... Vas-y. Oui, OK, merci. Pour mettre une image sur l'irritabilité puis l'agressivité, un bon exemple à définir, c'est, dans mon cas, c'est tu cherches ta plug à sel. Puis là, ça a l'air banal, mais normalement, quand tu es à jeun et tu n'as pas consommé pour un bout, tu la trouves pas pour les 5 prochaines minutes et too bad, on va checker plus tard. Mais quand moi, qui étais un très grand consommateur de stimulants, puis quand j'étais dans mon craving, alors que j'en avais juste pas, là, je devenais en crise, là. Mais vraiment en crise. Là. Le 5 minutes, c'était 25 heures là, dans ma tête. Là. Alors, je criais, je me faisais des idées comme quoi, ah ouais, c'est ma femme de ménage qui l'avait pris. Oh non, là, c'est ma soeur. Non, tu sais, des foutaises, des affaires dans mon cerveau qui n'avaient pas rapport, mais à cause de la consommation, me rendaient très agressif. Puis là, c'est pas le temps d'aller me parler pour me demander quoi que ce soit, même pour dire, hey, félicitations, là, tu me parles juste pas. Puis il y a beaucoup de gens qui sont irritables, qui se comprennent pas des fois pourquoi c'est, mais c'est entre autres relié à cause du craving, puis tu manques de la substance dans le corps. Puis juste faire une mini parenthèse pour problèmes psychiatriques, il ne faut vraiment pas les banaliser, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver dans du speed ou dans l'ecstasy. C'est pour ça qu'il a mis entre parenthèses méthamphétamine et amphétamine. Meilleur exemple, moi je suis passé 3 jours sans dormir, évidemment à cause des stimulants. Puis la fin de la 3e journée, je fume mon joint, ça m'active, je commence une petite psychose toxique, ce qui veut dire que je dissocie de la réalité. Alors moi, j'entends du monde parler, mais normalement, on se parle dans notre tête, c'est normal, on est conscient qu'on se parle. Mais là, maintenant, je ne sais pas si c'est dans ma tête ou pas dans ma tête. Ça a l'air peut-être difficile à comprendre, mais c'est vraiment, tu ne sais plus où la réalité pas de la réalité. C'était vraiment des hallucinations sonores. À un point tel que j'ai demandé à mon ami de me ramener à la maison, je me suis mis en boule dans mon lit, puis j'ai appelé mes parents, puis je leur ai dit « Est-ce que vous pouvez vous en venir? J'ai besoin de vous voir, j'ai peur, je vous aime. » Mes parents, ils ont chié dans leur culotte parce que je les ai jamais dit que je les aimais en 10 ans de temps. Puis là, je leur dis « out of the blue ». Eux, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, puis je ne vous souhaite personne là, de vivre ce sentiment-là. Là. Je ne l'ai pas vécu, je l'ai donné à mes parents, mais je le souhaite à personne. Ça doit vraiment être horrible à vivre. C'est une petite parenthèse d'une psychose toxique. J'en ai d'autres que je peux rajouter un peu plus tard, si vous voulez.
Merci encore une fois. Puis c'est justement ce que je disais au début, c'est que le toxicomane, il n'est pas juste lui affecté, il est affecté, mais il affecte tout son cercle autour de lui, tant au niveau de sa famille qu'au niveau de son employeur, qu'au niveau de ses amis. Puis c'est dramatique les conséquences qu'on voit. Donc en gros, les problèmes psychiatriques, c'est de l'anxiété, de l'irritabilité, les psychoses toxiques, car Philippe a décrit beaucoup mieux que ce que je pourrais décrire par des mots simples ou complexes. La neurotoxicité, je ne connais pas beaucoup ça, je laisserai Josiane l'aborder, mais on a des chances de croire que la méthamphétamine peut être neurotoxique pour le cerveau. Concrètement, j'ai choisi une des photos qui, je crois que c'est la NIDA, la National Institute of Drug Addiction, ça c'est une consommatrice de cristal après 4 mois de consommation. Puis personnellement, je ne suis pas médecin, mais j'ai eu, je ne serais pas le mot la chance, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui ont présenté de ce qu'on appelle cocaïne bug, ou qui pensaient réellement avoir des bibites en dessous de la peau, puis qui se faisaient ce genre de mutilation, si on peut dire. Tout ça induit par une consommation de substances toxiques ou de psychostimulants. Je fais rapidement une parenthèse sur le speed, meth, ecstasy, MDMA, MDA. Les noms, la liste est très longue. On ne finira pas avant demain si je veux nommer comment qu'ils l'appellent. Je les mets toutes dans la même liste parce que vous n'avez aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans les pilules que vous achetez dans la rue. Puis les toxicomanes n'ont aucune idée. Puis ils pensent avoir un bon ami. Et mon dealer, il vient chez moi, il a un bon ami. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est un gros problème car Philippe me racontait l'autre... vas-y, je te laisse. Oui, OK. Tout simplement qu'à un moment donné, évidemment, j'ai pas juste eu une psychose toxique dans ma vie. J'en ai eu plusieurs. Puis une d'elles, c'était sur les amphétamines, parce que j'avais pas du speed. Puis, tu sais, je veux dire, ça venait de mon ami qui était dealer. So je suis comme, c'est whatever, c'est chill, blablabla. Tu sais, je me mens. Mais là, la psychose toxique, elle m'amène à un point qu'il faut que je rentre à l'hôpital. So, là, j'arrive à l'hôpital. Là, évidemment, quand tu rentres à l'hôpital en psychose, c'est test sanguin, test urinaire, t'es au lit, puis il y a quelqu'un qui te check pour être sûr que tu flippes pas, là, tu capotes. Puis on m'a redonné mes tests, puis j'ai appris que j'avais de l'amphétamine, j'avais de l'MDMA, puis j'avais de la méthamphétamine. C'est-à-dire il y avait du crystal meth, là, qu'on pourrait dire, à l'intérieur de la pilule. Pourquoi? Parce que c'est tellement addictif que toi, tu t'en rends pas compte, mais t'es comme, ça me donne un bon hype, pourquoi j'en veux? C'était le fun, ça. Ça entraîne, tu sais jamais vraiment sincèrement ce que tu as dans tes pilules. Là. Je ne l'avais pas fumé, c'est-à-dire c'était vraiment dans la pilule. Merci. Puis c'est ça qui arrive. Ces substances, le cristal meth, puis les sels de bain comme dernièrement, c'est des substances tellement faciles puis pas chères à faire que c'est facile de les mettre partout. Puis le potentiel d'addiction est extrêmement élevé, puis c'est des stimulants pour le système. Je fais une petite parenthèse rapidement. Ça, c'est une étude américaine sur l'augmentation les données au Québec. Il y a une bonne étude qui a été faite, qui a été publiée à La Presse par Daphné Cameron, ou si je ne me trompe pas, sur l'augmentation de l'usage d'opiacés, le mésusage, si je devrais utiliser comme terme, des opiacés ou des pilules chez les jeunes. On a une explosion à 600% de jeunes qui abusent d'opiacés. Les opiacés, c'est l'Oxycontin, morphine, etc. Vous connaissez les opioïdes. En tout cas, je fais une parenthèse parce qu'il y a une bonne étude qui a été faite au Québec. La référence, je pourrais vous la trouver, je ne suis pas sûr, puis qui décrit la méconnaissance des parents face à ces vols de pilules dans les armoires. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai lu, cette étude, mais je vois qu'il y a quelques personnes qui savent de quoi je parle. En tout cas, les jeunes abusent de ces substances aussi, qui eux aussi ont un potentiel addictif. C'est des substances qui affectent aussi le cerveau. Le tabac, on en parle, Stéphane l'a bien mentionné, c'est la substance la plus addictive. Puis on en parle aussi à cause de toutes les conséquences. Au niveau psychiatrique, c'est très bien décrit l'irritabilité que quelqu'un ressent lorsqu'il n'a pas sa cigarette, ou la dépression même chez certaines personnes lorsqu'ils arrêtent de fumer. C'est pour voir ça cliniquement aussi, c'est une des substances les plus dures à arrêter et les taux de rechute sont extrêmement élevés, d'abord parce qu'elle est disponible partout, même s'il y a des campagnes qui essayent aujourd'hui
mais c'est une substance disponible, tout comme l'alcool. Ce sont des substances qui causent des symptômes psychiatriques de l'ordre de l'irritabilité, de l'anxiété, la dépression aussi, etc. Associées en tout cas à des multiples substances physiques, cancer, crise cardiaque, diminution du sens des goûts. Moi, je n'ai jamais senti bien de ma vie depuis que j'ai arrêté de fumer. C'est incroyable la différence. Le goût, l'odorat, tout change, c'est incroyable. Je fais une mini parenthèse sans attaquer le Red Bull ou principalement, ici, dans le fond, c'est une petite joke sur le Red Bull. Les boissons énergisantes, on en parle de plus en plus. Il y a eu un décès récemment aussi aux États-Unis. Je crois qu'au Québec aussi, il y a eu un décès, si je ne me trompe pas. Ces substances qui ont l'air banales, puis qui sont belles, les couleurs sont très belles, très attirantes pour les jeunes, sont des substances extrêmement puissantes, si je peux dire, en termes de... la Santé Canada a réglementé combien doit contenir une canette, 180, mais jusqu'à récemment, des canettes pouvaient contenir jusqu'à 504 mg de caféine. Cliniquement, avec Catherine puis Stéphane, on a vu 3 cas qui avaient des épisodes maniaques déclenchés par la consommation de Red Bull. Les gens pouvaient consommer jusqu'à 6 canettes de Red Bull par jour. Puis ça, je vois mais ce n'est pas des surprises. Chez un toxicomane, c'est la maladie de l'excès. C'est normal. Hein? On consomme une canette, ça n'existe pas. Et on consomme 6 ou 9, c'est ça qui est normal. C'est une maladie de l'excès. Il n'y a pas de frein chez le toxicomane. C'est normal pour lui. Si on peut consommer, on va y aller consommer. Donc, c'est une substance qui peut être extrêmement néfaste et qui peut déclencher les fragilités chez certaines personnes. Je vous laisse la parole. Merci. Bon, moi, je vais enchaîner avec la dernière partie de notre présentation aujourd'hui. Ça va peut-être être un peu plus scientifique, mais je vais essayer, dans le fond, je crois bien que la plupart des gens, vous êtes venus pour ça, parce qu'on va regarder l'adolescence, un âge critique. Dans le fond, on a décidé de regarder spécifiquement l'adolescence parce que qu'est-ce qui différencie un ado d'un adulte? Grosso modo, l'adolescence, c'est comme un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, pour faire une belle image qui nous parle beaucoup. Fait que dans le fond, pendant l'adolescence, le cerveau, il finit sa maturation, donc il est encore en développement. Puis le fait que ça soit encore en développement, on se demande, est-ce que, dans le fond, le cerveau pourrait être plus vulnérable à la consommation de substances? Fait que grosso modo, c'est quoi ça, la maturation du cerveau à l'adolescence? Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas une augmentation du volume du cerveau, parce que la grosseur finale du cerveau, on l'a à l'âge de 12 ans. Puis après ça, ce qui se passe durant l'adolescence, c'est une augmentation de l'efficacité des connexions entre toutes les régions du cerveau, puis dans une même région entre elles. Fait que dans le fond, durant l'enfance, le cerveau essaie de faire le plus de connexions possible. Puis quand on vieillit un peu à l'adolescence, toutes les connexions qu'on n'utilise pas vraiment, on jette ça aux poubelles. Puis les connexions qu'on utilise beaucoup, on essaie de les renforcer. Fait que c'est vraiment dans un but d'augmenter l'efficacité. Ensuite, mais ça se passe où ça, la maturation à l'adolescence? Dans le fond, durant l'enfance, vers l'adolescence, le cerveau va maturer de l'arrière ici, puis ça va terminer en avant ici, au côté frontal. Fait que donc, le lobe frontal, qui est juste en arrière du front, et le système limbique, qui est en dessous du cortex, en avant aussi, ça, c'est vraiment les 2 dernières régions qui vont finir leur développement à la fin de l'adolescence. Le lobe frontal, lui, est impliqué, dans le fond, c'est la source de notre jugement, de notre sens de responsabilité. Fait que dans le fond, le lobe frontal est impliqué dans la planification, le raisonnement, l'évaluation des risques et des récompenses, l'évaluation des risques et des bénéfices à long terme. Le système limbique, lui, c'est impliqué, dans le fond, c'est le centre de nos émotions, puis c'est aussi le centre du plaisir dans le cerveau. Comme Stéphane en a parlé tantôt, le circuit de la récompense, c'est ici dans le système limbique. Donc, le système limbique est impliqué, dans le fond, c'est ça qui nous motive à reproduire des comportements qui nous apportent du plaisir. Donc, puis là, à l'adolescence, ces 2 régions-là, ils n'ont pas encore fini leur complète maturation. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que le système limbique, lui, dans le fond, il va favoriser des comportements, dans le fond, il va vouloir du plaisir tout de suite, maintenant, là. Puis le lobe frontal, lui, vu que le jugement à l'adolescence, on n'a pas encore
un jugement optimal, on ne fait pas tout le temps les bonnes décisions, mais il ne sera pas capable d'empêcher les pulsions qui viennent du système limbique. Donc, ça pourrait être pour ces raisons-là qu'à l'adolescence, on tend vers des comportements qui nous donnent du plaisir, donc la consommation de drogue, qui est tout à fait normale à ce âge. Pas normale, mais on peut comprendre pourquoi l'adolescence, on va vers les drogues. D'un autre côté aussi, à l'adolescence, vous le savez, il y a des méga changements hormonaux, principalement les hormones sexuelles, puis aussi l'hormone de stress. Puis les hormones sexuelles sont beaucoup impliquées dans le développement du cerveau. Puis concrètement, ce qu'ils vont faire, c'est que durant l'adolescence, ça va donner, on va rechercher plus de sensations, on va rechercher plus de nouvelles expériences. Ça va faire aussi qu'on va avoir plus tendance à avoir des comportements à risque, on va être plus impulsif. Puis ça, malgré le fait que, encore là, une fois, notre jugement n'est pas tout à fait optimal à cause de la maturation tardive du lobe frontal. Donc ça, encore une fois, ça peut démontrer, essayer de prouver pourquoi, à l'adolescence, on serait prédisposé à faire des essais, à consommer des drogues. Mais maintenant, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a des preuves concrètes de ça? Fait que c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Fait que moi, je me suis posé 3 questions. Dans le fond, la première question, est-ce que le fait de commencer à consommer à l'adolescence, ça nous donne plus de risques de développer des dépendances? La réponse est oui. Par exemple, pour l'alcool, il y en a qui ont montré que le fait de commencer à consommer avant 14 ans, ça nous donnait 4 fois plus de risques de développer une dépendance à l'alcool plus tard. Puis il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Puis ce qui en ressort vraiment, c'est vraiment les âges critiques, c'est 13, 14 et 15 ans, puis avant ces âges-là. Quand on commence à ces âges-là, on a beaucoup plus de chances de développer une dépendance. Aussi, comme Élie en a parlé tantôt, le binge drinking, c'est vraiment une consommation excessive, le calage. Ça fait en sorte que ça augmente nos risques d'être un gros utilisateur de drogue, un gros consommateur d'alcool. Puis ça augmente encore le risque d'être dépendant éventuellement de l'alcool. Si on regarde pour les autres drogues, par exemple la cocaïne, le cannabis, les amphétamines, ils ont démontré que chez les adolescents, après seulement 2 ans de consommation, tu as 2 à 4 fois plus de risques plus tard, encore une fois, de développer une dépendance que si tu avais commencé à l'âge adulte. Encore là, les chiffres se recoupent. C'est vraiment 2 à 4 fois plus de risques, en gros, de consommer, dans le fond, de développer une dépendance si on consomme à l'adolescence. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le fait de commencer à consommer à l'adolescence, ça donnait plus de risques de développer des troubles de fonctionnement du cerveau, des troubles cognitifs. Ça veut dire dans l'attention, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, etc. Donc, on va commencer par l'alcool. Il y a un fait intéressant, par exemple, que je voudrais vous dire, c'est que juste être sous l'influence de l'alcool, chez les ados et chez les adultes, c'est vraiment différent. Par exemple, il y a une étude qui a montré, ils ont essayé d'évaluer la mémoire d'ados et d'adultes qui étaient sous l'influence de l'alcool. Puis les ados, ils étaient vraiment moins bons, là. Ils se rappelaient beaucoup moins d'éléments dans le fond, des éléments de la tâche comparativement aux adultes. Mais d'un autre côté, quand on regarde les adolescents qui sont sous l'influence d'alcool, eux, ça leur prend beaucoup plus de consommation avant de ressentir les effets négatifs. Par exemple, la fatigue, sédation, par exemple, dans le fond, d'avoir des difficultés à communiquer avec les gens, avoir des difficultés à suivre les conversations, etc. Fait que dans le fond, c'est comme, pour généraliser ça, c'est comme si les adolescents, ils ressentent moins les effets de l'alcool, mais ils seraient plus affectés. Comme, dans le fond, l'étude qui a montré que pour la mémoire, les adolescents étaient moins bons. Ensuite, je voudrais juste parler du binge drinking rapidement. Donc, les adolescents qui font plus de binge drinking, plus de calage, de consommation excessive d'alcool, après quelques mois seulement, ou peut-être 1 an, bien, dans le fond, ça augmente les risques d'avoir une moins bonne mémoire à tous les jours. Ça veut dire que l'étude a démontré que, bref, ces ados-là, comparés à des ados qui consommaient de façon moins fréquente et un peu moins à chaque fois, eux, les binge drinkers, dans le fond, il y avait plus de la misère à se rappeler des éléments qu'ils avaient planifiés dans leur journée. Par exemple, on se lève le matin, on dit « OK, il faut que j'envoie un email à telle personne, il faut que j'aille à la banque, etc. » Fait que dans le fond, les binge drinkers, eux, déjà après quelques mois, il y avait plus de la misère à se rappeler des actions qu'ils avaient planifiées dans la journée. Et enfin,
il y a une étude qui a démontré que ceux qui étaient dépendants à l'alcool avant 25 ans, plus tard, allaient être plus impulsifs et allaient avoir plus de problèmes de concentration pour une longue période, comparativement à des gens qui étaient dépendants, mais qui ont eu le diagnostic après 25 ans. Fait qu'encore là, le fait d'être jeune, tu peux avoir plus de conséquences. Oui, pour le cannabis maintenant, il y a une étude incroyable qui a été faite. C'est vraiment une très, très, très bonne étude, puis je vais en parler en détail ce soir. Il y a Stéphane tantôt qui nous a dit c'est peut-être improbable que le cannabis ait des effets sur le cerveau, des effets toxiques. Je ne vais pas lancer un débat là-dessus, mais c'est ça. Mais cette étude-là a montré que, par exemple, au moment que tu consommes du cannabis, ça peut avoir des effets. Donc, cette étude-là, ils ont pris 1000 individus qui ont suivi de la naissance jusqu'à 38 ans. C'est vraiment, vraiment gros. Il y avait pas mal d'argent. Donc, ils ont fait des tests. Bon, on n'aurait pas pu faire ça, nous, ici. Ça aurait été bien, là, mais... Non, c'est ça. Fait que ce qu'ils ont pris, ils ont fait des tests d'intelligence à tous les participants quand tout le monde avait 13 ans, puis une autre fois à 38 ans. Ils ont fait la première fois à 13 ans pour être sûr que personne n'ait commencé à consommer du pot avant, pour pas que ça ait une influence sur les tests. Donc, puis entre le gap de 13 ans et 38 ans, les chercheurs ont rencontré à plusieurs temps dans l'étude les participants, puis là, ils ont posé des diagnostics de dépendance au cannabis ou non. Bien, dans le fond, chez les gens qui en avaient et chez les gens qui n'en avaient pas. Donc, ce qui ressort de ça, les résultats, c'est que chez les gens qui étaient dépendants au cannabis, mais qui avaient commencé leur consommation, pas être dépendants, qui avaient commencé après 18 ans, mais qui étaient dépendants sur plusieurs années après, eux, quand on regarde leur test d'intelligence à 13 ans puis à 38 ans, il y avait pas, c'était pareil. Ils étaient aussi intelligents avant qu'après. Il n'y avait aucune différence. Mais quand on regarde, par exemple, ceux qui étaient dépendants au cannabis, encore une fois, mais qui ont commencé leur consommation entre 13 et 18 ans, à l'adolescence, eux, à 38 ans, ils avaient une perte de 8 points de QI. Fait que c'est 8 points sur 100 environ. Fait que, mettons, tu passes à 92, j'aimerais pas vraiment ça, c'est quand même une grosse marge. Fait que c'est ça, fait que c'est très, très majeur comme étude. Fait que donc, ça pourrait sous-entendre que, OK, le cannabis n'a peut-être pas d'effet toxique sur le cerveau, mais ça pourrait peut-être interférer avec le développement du cerveau. Mais ça, c'est une question ouverte, on ne le sait pas, puis ça peut être à vérifier. Donc, ma troisième question, c'est est-ce que le fait de commencer la consommation à l'adolescence, ça augmente les risques de développer des troubles psychiatriques? Fait que pour l'alcool, chez les 16-19 ans qui sont déjà dépendants à l'alcool, oui, ils ont 4 fois plus de risques d'avoir un diagnostic de dépression majeure. Ensuite, pour le cannabis, encore là, c'est une très, très, très belle étude. Ils ont trouvé que quand on commence, pas quand on est dépendant, mais quand on fait seulement commencer à consommer du cannabis entre 15 et 18 ans, ça donne 2 fois plus de risques de faire une psychose toxique et d'avoir d'autres troubles psychotiques. Mais là, ce qui est cool, c'est que dans le fond, les adolescents qui avaient commencé à consommer du cannabis avant 15 ans, eux, ils avaient 4 fois plus de risques de développer ces mêmes troubles psychotiques-là, ces mêmes psychoses-là. Dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tu sais, si j'ai consommé à 17 ans, j'ai 2 fois plus de risques. Mais je fais juste commencer à consommer 2 ans avant, puis mon risque, il double. Fait qu'encore là, c'est très majeur, c'est important. Puis finalement, on va parler des méthamphétamines. Il y a une étude qui ont pris, dans le fond, eux, ils ont recruté 500 utilisateurs d'amphétamines. Puis là-dedans, bien, il y en a qui avaient fait des psychoses toxiques, une ou plusieurs, puis il y en a qui n'en ont jamais fait. Fait qu'en divisant les groupes comme ça, ils ont trouvé que la majeure différence entre les deux, bien, c'était l'âge de début de consommation. Fait qu'encore une fois, ceux qui avaient commencé plus jeunes, bien, dans le fond, c'était plus probable qu'ils soient dans le groupe de psychose, qui avaient déjà fait des psychoses. Ceux qui avaient commencé plus tard, bien, c'était plus probable qu'ils soient dans le groupe qui n'avaient jamais fait de psychose toxique. Donc, c'est ça pour ça. Maintenant, je vais parler d'un autre truc différent, une autre parenthèse. C'est la fin, là, c'est bientôt fini, fait qu'endormez-vous pas. Je vais parler, dans le fond, des différences entre les hommes et les femmes. Parce que tantôt, j'ai parlé des hormones sexuelles, que ça avait un gros lien dans le développement du cerveau. Mais en fait, la cause majeure pourquoi les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes sont différents, c'est les hormones sexuelles. Donc, si les cerveaux sont différents, bon, on pourrait se demander, est-ce que la dépendance chez les hommes et les femmes s'est vécue de la même manière?
Fait que pour vous réveiller un peu, juste avoir à main levée, dans le fond, c'est qui dit que les hommes, normalement, ils consomment plus que les femmes, sont plus dépendants? Vous levez la main. Mettons, les hommes, ils consomment plus. Ceux qui pensent que ce seraient les femmes, mettons, qui consomment plus par rapport aux hommes. Ouais, pas beaucoup. Ceux qui pensent que c'est égal. Ah, c'est bon. C'est ça. Fait que dans le fond, historiquement, puis dans les grosses études générales, chez les adultes, les hommes consomment plus. Les hommes sont plus dépendants. Puis le chiffre qu'on doit se rappeler, c'est 2 pour 1. Souvent, c'est ça. Fait qu'il y a 2 hommes qui sont dépendants à une substance pour une femme, par exemple. Donc, ceux qui avaient répondu les hommes, vous avez raison. Mais maintenant, chez les ados, ça tend à changer un peu. Fait que les 3 qui ont dit c'est égal, bien, vous avez raison aussi. Parce que maintenant, chez les nouvelles générations, bien, dans le fond, les adolescents, présentement, dans le fond, ça tend à s'équivaloir. Il y a 50%, bien, pas 50%, mais il y a autant d'hommes qui sont dépendants qu'il y a de filles qui sont dépendantes. Fait que dans le fond, avant, nous, on avait ces chiffres-là. Fait que les chercheurs, ils ont toujours pensé, il y a des différences dans la prévalence, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont dépendants, donc ça doit être, la raison, ça doit être la biologie. Les cerveaux sont différents, etc. Mais là, finalement, on s'est rendu compte, ils se sont trompés. Puis non, c'est pas tant une question de biologie, mais ça pourrait être plus culturel. Parce qu'actuellement, les nouvelles générations, les filles, dans le fond, ils rattrapent les garçons. Puis c'est quasiment 50-50. Parce que dans le fond, maintenant, la femme s'est émancipée. Puis, mais dans le fond, bref, c'est plus accepté pour une fille de consommer. C'est plus typiquement masculin, le fait de consommer. Donc, les filles rattrapent les gars. Donc, même si la prévalence est égale, si on regarde dans le fond, dans la progression de la dépendance, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Donc, pour les substances comme l'alcool, le cannabis, la cocaïne puis les opiacés, les femmes, eux, ils vont augmenter leur dose de consommation puis leur nombre de consommation plus rapidement. Puis ils vont accrocher plus vite, fait qu'ils vont être dépendantes beaucoup plus rapidement que les hommes. Pour la cigarette, les femmes ont besoin de fumer moins de cigarettes depuis moins longtemps, puis quand on regarde leur dépendance, c'est égal aux hommes. Fait que tout ça, ça nous laisse croire que, oui, en effet, ils pourraient progresser vers la dépendance plus rapidement que les hommes. Fait que si on met ça en chiffres, dans le fond, c'est que les femmes, mettons, si on prend les femmes qui commencent, dans le fond, le début de la consommation régulière, puis on les suit jusqu'au début qu'ils vont rechercher du traitement, bien, chez les femmes, c'est 5 ans plus rapide que les hommes. Fait qu'encore là, on pense que le déboulement vers la dépendance, vers le traitement, etc., c'est un peu plus rapide chez les femmes. Maintenant, si on regarde les maladies qui sont induites par la consommation de drogue ou de cigarettes, s'il y a des différences hommes-femmes. Bien, pour l'alcool, oui, c'est très clair. Fait que pour n'importe quelle quantité d'alcool par jour que les femmes vont prendre, elles ont plus de risques, éventuellement, de développer, de faire une cirrhose du foie, par exemple. Pour la cigarette, encore là, c'est très, 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 très prononcé. Fait que ce qui est important à retenir, c'est qu'en 2000, ils ont fait une étude, puis à ce moment-là, il y avait encore un peu plus d'hommes, un peu plus de fumeurs que de fumeuses. Mais quand même, le nombre de femmes qui sont décédées de maladies reliées au tabac, comme la MPOC, la maladie pulmonaire obstructive chronique, ce nombre-là de femmes qui sont décédées de cette maladie-là, ça a surpassé le nombre d'hommes. Fait qu'encore là, c'est hyper important. Puis les femmes, bien, ils seraient plus susceptibles de développer un cancer des poumons que les hommes. Fait que donc, ils seraient, oui, plus fragiles aux maladies qui sont induites par la cigarette, beaucoup. Pour les autres substances, on n'a pas de données, là, mais il n'y a pas de recherches qui sont actuellement faites là-dessus. Maintenant, si on regarde les rechutes puis les causes de ces rechutes, est-ce qu'encore là, il y a des différences entre les hommes et les femmes? Pour l'alcool, il y a plusieurs études qui ont regardé ça, puis non, bien, les rechutes, c'était égal pour l'alcool. Il y avait autant de femmes qui rejetaient que d'hommes qui rejetaient. Mais, dans le fond, ils ont demandé des raisons de ces rechutes-là. Puis les femmes, ils disaient majoritairement que c'est à cause des symptômes de sevrage, qu'ils n'étaient pas capables de tolérer, qu'ils n'étaient pas capables de prendre. C'était trop fort, fait qu'ils rejetaient. Mais les hommes, eux, ils disaient que majoritairement, c'est la pression des pères. Fait qu'encore là, il y a des petites différences. Pourquoi ils rechutent? Puis, pour la cigarette, ça, c'est vraiment la plus belle substance pour étudier les différences hommes-femmes, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, les femmes, quand ils arrêtent de fumer, ils ont tous ces symptômes-là de plus que les hommes. Fait qu'ils ont une plus grande détresse, plus de symptômes de sevrage, plus d'anxiété, plus de dépression, plus d'irritabilité. Fait que c'est vraiment pas beau à voir, là. Les femmes aussi vont faire plus de rechutes 6 mois après un traitement que les hommes.
Puis, tantôt, on a parlé du craving. Mais dans le fond, en recherche, qu'est-ce qu'on fait pour étudier le craving? C'est soit qu'on stresse les gens, on va voir si ça leur donne envie de consommer, parce que ça soulage, dans le fond, le fait de consommer. Ou sinon, ce que nous, on fait, c'est qu'on leur présente des images, par exemple, de cigarettes, de gens qui fument, etc. Puis, en regardant ces images-là, dans le fond, souvent, ça induit un craving. Les gens ont envie de consommer quand ils voient ces images-là. Fait qu'il y a des études qui disent que les femmes, quand ils voient des images, mettons, reliées à la cigarette, ils vont être beaucoup plus réactifs, ça va plus les affecter, ils vont craver beaucoup plus fort que les hommes, par exemple. Puis nous, dans le fond, avec ces études-là qui montrent que les femmes ont beaucoup plus envie en regardant des images de cigarettes, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait ça? Fait que c'est notre étude qu'on a faite, ça fait pas très longtemps, on a des résultats préliminaires, mais en gros, ce que nos résultats montrent, c'est que quand on prend, dans le fond, quand on prend les femmes qui regardaient des images de cigarettes par rapport à des hommes qui regardaient des images de cigarettes, bien, ça nous donne ça. Fait que ça donne ces régions de plus-là qui sont activées chez la femme, mais pas chez l'homme. Fait que c'est juste pour dire que, encore une fois, nos données d'imagerie, ça montre, dans le fond, ça apporterait à l'hypothèse que les femmes, oui, leur cerveau, en plus, il réagit beaucoup plus à ces stimuli-là. Fait que c'est comme une femme, par exemple, qui se promenait dans la rue, une ex-fumeuse, puis elle voit des gens qui fument, elle voit quelqu'un qui prend de l'alcool, parce que la cigarette est souvent associée à l'alcool. Fait que tout ça, ça ferait en sorte, bien, elle réagirait plus à ces stimuli-là, par exemple, que l'homme, qui pourrait être plus passif. Mais c'est ce qu'on pense. Mais ce n'est que des théories. Fait que bref, dans le fond, tantôt, je vous ai parlé de la prévalence, de la consommation dans le fond, chez les adultes puis chez les adolescents. Je vous ai montré que chez les ados, mais dans le fond, les niveaux de consommation, les taux de consommateurs puis de gens qui sont dépendants, c'est pratiquement égal. Mais avant, quand il y avait plus d'hommes, bien, dans le fond, la recherche, les chercheurs avaient une raison de dire, bien, en toxicomanie, on va étudier les hommes parce qu'il y a plus d'hommes, point. Mais là, vu que les niveaux commencent à s'égaliser, bien, on ne peut plus passer à côté d'étudier les femmes en toxicomanie, que ce soit la dépendance, les rechutes, etc. Fait que c'est vraiment important d'étudier les deux parce que ça s'équivaut. Fait que voilà, Stéphane. On est rendu à la fin. Généralement, cette partie-là, c'est la partie super plate. Fait que je vais aller rapidement pour laisser la parole à Carl-Philippe. Essentiellement, si je récapitule, grosso modo, ce qu'on a dit à ce soir, c'est que le potentiel de dépendance d'alcool et des drogues, c'est quand même plus élevé que ce qu'on pourrait imaginer. Ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement cognitif, la mémoire, capacité de concentration, etc. Ça a des impacts psychiatriques très importants, comme par exemple des psychoses toxiques. Il y a des gens qui ont vu cliniquement des psychoses toxiques avec les méthamphétamines qui pourraient durer plus que 6 mois. C'est de la psychose toxique, ça. Puis, dernier point qui est évidemment le cœur de la soirée, c'est d'essayer de savoir si le développement de tous ces problèmes-là c'est augmenté chez les gens qui commencent à l'adolescence. Et la réponse, il semblerait qu'effectivement, oui, c'est le cas. Par contre, il reste beaucoup de travaux à faire là-dessus. Il n'y a quand même pas énormément de recherches qui ont été faites, mais grosso modo, en commençant tôt, les gens auraient plus de risques de dépendance, plus de risques de développer des problèmes cognitifs, plus de risques de développer des problèmes psychiatriques, incluant des problèmes psychiatriques préoccupants comme des psychoses. Cela dit, ça serait bien, avec tous les problèmes dont on a dû parler aujourd'hui, de terminer sur une note peut-être un petit peu plus positive, parce que pour les gens qui ont des problèmes de consommation, incluant les gens qui ont des polytoxicomanies, c'est possible de s'en sortir. Et là, il y a toutes sortes de philosophies qui s'affrontent sur ces questions-là, comment aider les gens, comment ne pas les aider. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent, et là, je sais qu'il y a des gens, Cormier Lafontaine qui pensent ça, il y a des gens à Louis H qui pensent ça, il y a des gens à Clinique Nouveau Départ qui pensent ça, puis il y a des gens au CHIM qui pensent ça. Qu'il y a tout un travail à faire pour essayer de réduire la consommation. Mais si on fait juste réduire la consommation puis on la remplace par strictement rien, ça risque de ne pas fonctionner. Et une des choses sur lesquelles on essaie de travailler, tant sur le plan clinique que sur le plan de la recherche, c'est de voir comment on peut remplacer la passion de la consommation, parce que c'est une passion, la consommation, c'est juste une passion qui tourne mal, par des passions qui seront peut-être un peu moins destroy. Et ça m'amène à laisser la parole à Carl-Philippe, parce qu'il y a un bon exemple d'une passion dans sa vie qui s'est développée puis qui je pense que c'est lui qui va mieux pouvoir nous en parler. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, effectivement, juste faire un petit recap, mais de ma façon, j'ai commencé à consommer. Je n'étais pas prédisposé plus qu'un autre à être quelqu'un qui est dépendant. Toutefois, j'ai eu cette maladie-là de la dépendance, mais j'avais 4 choix qui m'offraient à moi avec le temps. Parce qu'évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, plus que tu vas dans la consommation, plus que les problèmes s'en viennent. Puis, tu as 4 choix qui s'offrent à toi. Tu as la mort par suicide, que moi j'ai perdu ma cousine à cause de ça. Tu as
la prison, où j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont été en prison. Puis tu as la folie. Puis c'est pas le fun de voir du monde aller à l'hôpital voir ta mère ou voir des personnes que tu connais, tes proches, parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques. Mais il y a la quatrième, puis c'est celle-là que je veux qu'on axe, c'est l'espoir. Ça semble stupide à dire, mais quand tu as espoir et tu as confiance en toi, tu es capable de faire n'importe quoi dans la vie. Le meilleur exemple que je vais vous donner, pour moi, c'est la boxe thaïlandaise. Alors, j'ai remplacé toute cette passion, cette obsession d'autodestruction, si on pourrait dire, de la consommation vers une destruction plus physique. Ça a l'air un peu stupide du même, mais ce sport-là m'a permis d'apprendre des choses et des valeurs de base qu'on oublie quand on est toxicomane ou alcoolique. C'est la discipline, le respect, la connaissance, la persévérance. Puis tous ces facteurs-là te permettent avec le temps de te définir comme individu puis ainsi de t'épanouir puis de faire des très beaux exploits. Ce sport-là, je me suis mis à fond depuis la dernière année. Ça m'a permis d'être, un, abstinent, mais deux, de changer mon réseau, d'avoir confiance en mes capacités physiques. Et ça m'a donné des très beaux résultats parce que là, moi, je suis inscrit dans des combats amateurs contre d'autres mondes. Alors, j'ai vraiment la chance de pouvoir combattre. Puis là, Élie, à ce jour, oublie toujours, il fait semblant de ne pas me voir, mais il ne veut pas se battre contre moi. Alors, parce que c'est un combattant, il faut dire, dans le même sport. Mais je pense qu'il a peur, là, ou quelque chose, là. So, je pourrais finir sur ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je parle au nom de l'équipe. Je suis vraiment content que vous soyez venus et que vous nous ayez écoutés. Alors, là, je ne sais pas la suite, par exemple. Donc, est-ce que les symptômes psychotiques causés par le cannabis sont directement liés avec le taux de cannabidiol présent dans le cannabis consommé? OK. Je vais la prendre. Hein? Je vais la prendre. OK. La question, c'est vraiment sur le cannabidiol? Vraiment sur le cannabidiol plus spécifiquement? Oui? Oui. Oui. Mais c'est une question précise, pointue, très pertinente. OK. Dans le cannabis, il y a le delta-9-THC. Le delta-9-THC, c'est celui qui produit les effets renforçateurs, les effets agréables, les effets plus ou moins hallucinogènes, les effets dissociatifs du cannabis. Mais dans le cannabis, il y a 60 composés cannabinoïdes et il y en a un là-dedans qui sont petits noms, c'est le cannabidiol. Et le cannabidiol, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan des mécanismes, c'est une molécule totalement incompréhensible, c'est à se péter à la tête des murs. Par contre, en simplifiant les choses, il y a des gens qui, je pense que c'est en Allemagne, qui ont commencé à faire ça. Ils ont donné du cannabidiol à des êtres humains pour voir si ça ne pourrait pas aider les gens à traiter la schizophrénie. Pourquoi? Parce que chez l'animal, le cannabidiol a tendance à renverser les effets du THC. Et jusqu'à dernièrement, les études qui ont été faites là-dessus, tant qu'à moi, c'était vraiment pas bon. C'était des petits cas anecdotiques, c'était juste des trucs, c'est intéressant de se dire, peut-être qu'on ne sait jamais. Mais dernièrement, il y a des gens en Allemagne, le groupe de Lewicki, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément pris juste le cannabidiol sans le THC, et ils ont donné à des gens qui ont la schizophrénie, puis ils ont comparé à l'effet d'un autre antipsychotique qui est très efficace. Puis ce qu'ils ont montré, c'est que grosso modo, les deux groupes, ça s'améliorait à peu près de façon équivalente. Donc, est-ce que le cannabidiol, les concentrations de cannabidiol dans le cannabis pourraient protéger un peu des effets de la psychose, des psychoses toxiques? En théorie, oui. Est-ce que c'est super bien démontré? Non, mais ça me semble rationnel de penser ça. Oui, sauf que les gens, généralement, qui le cultivent, ne vont pas chercher à mettre plein de cannabidiol puis peu de THC, ils vont chercher plutôt à faire l'inverse. D'où vient, dans le fond, le fait qu'il y a 5 fois plus de cancer du poumon chez les gens qui consomment du cannabis par rapport à la nicotine. Il y a beaucoup de monde qui veulent savoir c'est quoi l'étude exactement qui montre ça. Bon. En fait, je vais nuancer ce qu'Élie a dit. Aha! Bon, si on regarde les constitutions du cannabis, en dehors de tous les composés cannabinoïdes, les substances cannabinoïdes, il y a 400 autres composés chimiques dans le cannabis. Bref, c'est compliqué en titi. Mais là-dedans, il y a entre autres du goudron puis du benzopyrène. Et quand on regarde les concentrations, tout ça, faire une histoire courte, le potentiel cancérigène, je dis le potentiel, est 5 fois plus élevé que la cigarette.
mais c'est un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 fois plus de cas de cancer du poumon qui se développent avec le cannabis. Ça me semble très raisonnable de penser qu'à la longue, quelqu'un qui fume beaucoup de cannabis pourrait avoir plus de malchance de développer un cancer du poumon et des cancers les plus violents qu'il n'y a pas. Mais la seule chose, c'est que généralement, dans une vie, les gens ont tendance à quand même consommer moins de cannabis que des cigarettes. Quoique. Donc, il y a un potentiel cancérigène qui est là, puis d'autant plus qu'il n'y a pas de filtre. Hein? Le joint, un filtre, là... Fait que tout ça fait en sorte qu'il y a un potentiel cancérigène qui est plus élevé, mais ça ne veut pas dire que ça se traduit par 5 fois plus de cancer. Petite nuance, mais qu'il y ait des cas de cancer causés par le cannabis, ça ne me semble pas délirant. Auriez-vous quelques informations sur les effets négatifs de stimulants tels que le Ritalin et le Concerta? La question est complexe et simple en même temps. Juste parce que le Ritalin, le Concerta, c'est des substances qu'on peut prescrire à quelqu'un qui a un déficit de l'attention et qui peuvent être une pharmacothérapie très efficace chez certains cas. Donc, on ne mettra pas toutes dans le même bac. C'est sûr que lorsque ces substances sont il y a un mésusage ou abusées de façon achetée sur le marché noir, ces substances ont les mêmes effets que les amphétamines, le speed. C'est des stimulants du système nerveux central, donc les effets négatifs peuvent être les mêmes que pour les psychostimulants. Est-ce que ça répond à... Je ne sais pas qui a posé la question, mais... Oui, est-ce que ça répond à la question? Puis, il y a des... C'est sûr que aussi, je fais une parenthèse, il y a, chez les consommateurs de substances et des toxicomanes, c'est découragé de prescrire des stimulants chez des gens qui ont déjà abusé des stimulants. On a vu un cas cliniquement qui a eu des conséquences néfastes reliées à sa consommation de stimulants, qui s'est ramassé à l'hôpital à cause d'un abus de... Je nommerai pas la molécule, mais c'est un abus de stimulants prescrits. Ça peut arriver. Mais si c'est fait sous conditions médicales puis bien encadrées, c'est une bonne molécule, j'ai rien contre ça. J'aimerais savoir s'il y a des cas cliniques rapportés chez des usagers du Ritalin, du Concerta. Il y en a également d'autres stimulants, le Strattera, chez les adolescents, de dépendance qui s'est créée avec le temps. Donc, ils peuvent commencer déjà vers l'âge de 10 ans, des fois 8 ans, 5 ans, là, sur une très longue période. Puis, souvent, il y a quelques années, on arrêtait au début chez l'adulte, mais là, on commence à poursuivre parce qu'on voit que aussitôt qu'on arrête la médication, là, paf, les symptômes reviennent et ils ne sont plus capables de fonctionner. Donc, est-ce qu'on peut parler de dépendance dans ce cas-là? Ou c'est simplement pour contrecarrer un manque, enfin un déficit génétique? TDAH, c'est une maladie reconnue, mais c'est sûr que lorsqu'on prend des molécules à potentiel dépendogène, il y a une dépendance, on appelle la pharmacodépendance, qui va s'installer, qu'on le veuille ou pas. Ces molécules, ça cause de la dépendance, là. C'est des stimulants. Donc, un peu comme les opioïdes là, chez les gens qui ont des douleurs chroniques. Le sevrage est différent, mais les stimulants sont reconnus par DSM comme des substances, dans le DSM, causant un sevrage aux amphétamines. On a un sevrage qui est relié à la consommation chronique de ces substances. Mais toujours, faut pas trancher, parce que ces molécules, lorsqu'elles sont prescrites, peuvent être extrêmement bénéfiques chez certaines personnes. Il ne faut pas juste dire... Moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, mais personnellement, je ne suis pas spécialiste des stimulants comme tels, Concerta, Ritalin, etc. C'est sûr que la revue qu'on avait faite, c'est sur les cas d'abus de psychostimulants. De connaissance, il y avait à peu près 4 études qui ont étudié ça. C'est des case reports sur des gens qui ont sniffé leur Ritalin. Mais d'autres études comme telles, personnellement, je ne peux pas réellement en répondre. Merci. Je veux juste dire, je suis infirmier en centre jeunesse. Puis, le Strattera, ce n'est pas un psychostimulant, même si on l'emploie pour traiter le TDAH. L'autre chose, il ne faut jamais oublier, même si on a des craintes par rapport à ces médicaments-là, il y a des études qui montrent que les gens qui ont du TDAH et qui ne sont pas traités vont aller vers la consommation. Exactement. Donc, il y avait une question, je ne sais pas si... Quelles sont les méthodes d'intervention préventive les plus efficaces à l'adolescence? C'est sûr que
je ne suis pas un spécialiste, encore une fois, de l'adolescence, mais ma meilleure réponse, c'est la prévention. Les genres d'activités comme ça qu'on fait à l'école, je crois que ça peut aider beaucoup de jeunes. Il y a Brain Awareness Week aussi qui s'en va dans toutes les écoles à peu près au Québec. C'est le genre d'éducation que les jeunes savent plus de choses qu'on le pense. D'expérience que j'ai, donc il faut quand même les stimuler avec des connaissances relatives aux substances, mais continuer les campagnes aussi de prévention auprès des jeunes. Si je peux faire du pouce, parce que en tant que consommateur, une chose qu'il faut que tu dois te dire, là, c'est qu'il faut que tu saches que faut que tu dises à l'enfant que tu es là pour lui. Là. Sincèrement, ça a l'air banal à dire, mais c'est vraiment important parce que si ton enfant, il sait que comme il est très important, il va aller vers toi pour parler de ses problèmes. Moi, je ne parlais pas de mes problèmes à mes parents parce que j'avais l'impression qu'ils me jugeaient et que j'étais tout le temps moins bon. Alors, j'ai jamais eu, durant cette adolescence, l'intérêt d'aller leur dire parce que je me faisais déjà des idées préconçues. C'est juste maintenant que je peux tirer les bénéfices d'être capable de dire, même si c'est bien ou mal, moi, je le dis à mes parents, puis ils penseront ce qu'ils penseront, mais ensemble, on va grandir. Puis je vais connaître mes parents. Je vais me connaître mieux, puis je vais me définir en tant que personne. C'est une bonne prévention. Parce que sinon, tu me dis de ne pas le faire, je vais aller le faire. Ça, c'est typique des jeunes. Là. Je veux dire, c'est pas juste moi. Là. De tout le monde. Ouais. Ça, c'est ça. Ah, j'y vais. Yeah. OK, alors j'ai une question ici. Ça dit, c'est quoi l'événement, le moment qui t'a porté à te questionner sur ta consommation? C'est très dur quand j'ai lu cette question-là parce que je suis quelqu'un d'extrêmement égocentrique et de narcissique. Alors pour moi, j'ai jamais eu de problème de consommation avant d'être déjà en centre de clinique. Alors, mais tu commences à les réaliser par des petits signes, des petits signes comme là, tu as des amis qui se font arrêter, tu es de plus en plus reconnu par la police. Pourquoi c'est tout le temps la police qui vient te voir? Là? Pourquoi c'est pas le gars à côté? Pourquoi c'est toi? Ça a commencé à m'allumer des cloches, mais encore là, je suis tellement dans la consommation que je le vois pas. Je me dis, whatever, là, c'est parce que je suis trop cool. Des stupidités de même, ça veut dire... mais les gros événements que je pourrais dire, c'est quand tu es en psychose toxique. C'est parce que quand tu es en psychose toxique, puis tu te retrouves avec des gens qui sont aussi en psychose toxique, c'est là que ça te fait un choc. On parlait des fois de choc culturel quand tu vas dans un autre pays totalement différent, mais c'est un choc sincèrement de rentrer à l'hôpital puis d'être assis à côté de quelqu'un qui va pas bien, là. Puis tu te demandes, OK, moi, je suis comme ça en ce moment. Mais tu sais, une autre psychose toxique que je peux raconter puis qui est importante, j'avais fait les jokes tout à l'heure à propos du cannabis quand tu vas au cinéma puis t'en fumes. Mais moi, dans mes dernières psychoses toxiques, j'étais tellement atteint que j'entendais ce que le monde disait 4 rangées plus haut que moi, en plein cinéma, là. Comment tu peux entendre ce que les personnes disent? Puis ils étaient tous par rapport à moi. J'étais tellement narcissique, ils parlaient de moi, évidemment. Là. La quatrième rangée parlait de moi, quand ils ne me connaissent pas. Puis ça a fait un point tel que j'ai enlevé mes bagues, mes bijoux, tout ce que j'avais sur moi, je l'ai mis dans la sacoche à ma blonde parce que j'étais sûr que le monde allait me sauter dessus. Là. Ça veut dire, c'est des petits signes à fur et à mesure que là, que tu réalises que tu as un problème de consommation. Là. Puis ça a été gribouillé, mais je trouve ça quand même intéressant que ça dit. Là, ça dit, c'est quoi, quelle fréquentation? Mais dans mon cas, la fréquentation était tous les jours, quotidien. Puis c'était tous les jours du cannabis, puis chaque 2 jours, kétamine ou du speed ou de la cocaïne ou peu importe. Moi, je suis polytoxicomane. Dans Halloween, ben c'est le moche. C'est des affaires de même, là, vraiment pas très smart. Mais, qu'est-ce que tu veux, on peut pas aller dans le passé. Une autre question que j'avais, c'est qu'est-ce que ça fait sur le cerveau, la psychose toxique? Combien de temps ça peut durer? Bien, une psychose toxique, ça dure dépendamment comment atteinte là. Je veux dire, c'est du cas par cas, mais moi, mes psychoses toxiques ont duré entre 8 heures et 48 heures. Puis c'est montré par quoi? C'est par de la paranoïa, par l'hallucination, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis, sincèrement, ton cerveau, il est vraiment grillé, là. Moi, je comprenais plus rien de ce qui se passait, là. J'étais vraiment... Tu sais, quand on dit qu'on est dépassé par les événements, mais c'est la même chose, mais là, tu es conscient que tu l'as fait délibérément. Puis, sentiment de culpabilité au coton, là, j'ai pas à vous le dire. Quand tu es obligé de lâcher la job parce que tu es en train de brailler à ta job, puis comme le monde sont comme, qu'est-ce qui t'arrive? Puis tu es comme, ben,
je sais pas, man, ça va juste pas bien dans ma tête. Puis là, qu'on te force à aller à l'hôpital, mais on te force. Si tu veux aller à l'hôpital, mais là, on t'amène à l'hôpital. Puis il faut que tu fasses toutes les balises de test, puis t'es assis, puis être dans une aide psychiatrique, je vous le souhaite pas, là. C'est pas la... Passez pas vos temps libres là, c'est intense. C'était que je voulais savoir, au niveau biologique, qu'est-ce que ça faisait sur le cerveau, comme... oui, admettons, il va avoir des cravings puis tout ça, là, mais au niveau biologique, qu'est-ce qui va faire que, là, ça va déclencher la schizophrénie puis que ça va être irréversible? Tu sais, admettons, en psychose toxique, admettons, oui, tu peux comme t'en sortir, mais il y en a qui, admettons, ben c'est fait, là, leur cerveau va comme rester ouvert, mais qu'est-ce qui va faire que ça va... Tu sais, comprenez-vous ma question? Bien, une psychose toxique irréversible, je pense que ça n'existe pas. Une psychose qui dure à vie, c'est la schizophrénie. À ce moment-là, la substance qu'elle a fait, c'est qu'elle a déclenché la schizophrénie. Puis là, la schizophrénie, on a parlé tout à l'heure du système de récompense et de la dopamine. Dans la schizophrénie, il y a des indications qui nous montrent que le système de récompense est un petit peu trop actif dans la schizophrénie. Il y a une hyper-dopaminergie. Puis les drogues agissent là-dessus. Fait que dans le fond, mettons que tu as une fragilité, tu prends de la drogue, pouf, ça vient augmenter la libération de dopamine, mais à un moment donné, ça peut finir par un état qui se rapproche de la schizophrénie, parce que dans la schizophrénie, tu as cet état d'hyper-dopaminergie. Donc, une psychose toxique qui durerait à vie, c'est pas une psychose toxique, c'est une drogue qui a déclenché la schizophrénie, et ça, en clinique, ça arrive régulièrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui peut faire en sorte qu'une psychose toxique va déclencher une psychose toxique? Non, juste avant. C'est irréversible, mais il y en a quand même qui peuvent durer longtemps en titi, des psychoses toxiques. Puis surtout avec les méthamphétamines injectées. Au Japon, à Vancouver, il y a des histoires de psychoses qui durent plus de 6 mois. Hein? Donc, plus de 6 mois, c'est de la psychose. Mais ce n'est pas irréversible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens donc, qui n'ont pas la schizophrénie, mais qui ont une psychose qui dure très longtemps? Bien, à date, les études, ça porte beaucoup sur des modifications à long terme de la neurotransmission dopaminergique, de certains biomarqueurs, mais là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je vais perdre bien du monde. C'est compliqué, mais c'est encore dans les mêmes systèmes. Puis il y a des gens qui ont pu montrer que ces altérations-là, ces changements-là dans le cerveau, dans la neurotransmission dopaminergique, puis ça peut durer quand même relativement longtemps. Donc, c'est pas mal la réponse que je donnerais. Il faut distinguer déclencher la schizophrénie versus provoquer une psychose toxique. Par ailleurs, la plupart des psychoses toxiques, il ne faut pas non plus partir en peur. La plupart des psychoses toxiques, ça ne dure pas 7 mois. Là. C'est beaucoup plus court. Cannabis, c'est plus court. La plupart des substances, c'est beaucoup plus court. Puis même méthamphétamine, c'est plus court. C'est juste que dans certains cas extrêmes, chez des gros consommateurs qui ont commencé très tôt par l'intraveineux, là, ça peut être long. Y a-t-il une augmentation de la prévalence de la schizophrénie chez les consommateurs? C'est sûrement chez les consommateurs de cannabis. Dans le fond, c'est touché un peu, c'est qu'actuellement, il y a une corrélation, il y a un lien entre le fait de consommer du cannabis et le fait de développer la schizophrénie. Mais le fait de consommer du cannabis, ce n'est pas un déclencheur, ce n'est pas la cause de la schizophrénie. Ça peut juste être que si, mettons, une personne a une certaine vulnérabilité génétique pour la schizophrénie, il y en a dans la famille, etc., puis en plus, elle consomme à l'adolescence du pot, bien, elle ne met pas les chances dans le fond, elle ne met pas toutes les chances de son côté. Puis ça peut être un facteur qui va déclencher la schizophrénie, mais elle avait déjà une prédisposition, cette personne-là, à la base. Mais c'est vraiment pas un facteur de risque. C'est vraiment pas dans le fond, la cause. Là. C'est pas cause et effet. Ensuite, les effets négatifs au niveau cognitif peuvent-ils être réversibles? Exemple pour le speed et le cannabis à long terme. Ça, on en a parlé un peu. Fait que non, ça serait pas... Pour qu'il soit irréversible, mettons, comme dans l'alcool, que c'est marqué qu'il y a vraiment des effets cognitifs à long terme, il faut que tu ailles consommer pour très, 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 très longtemps, que tu sois un gros, gros consommateur. Dans le fond, pour le cannabis, on a montré qu'il n'y avait pas tant d'effets, mais si on a consommé toute sa vie, il peut en avoir. De là à dire qu'ils sont irréversibles, qu'ils ne sont pas irréversibles ou irréversibles, je ne sais pas trop. Mais d'habitude, ils le sont si on arrête une consommation. Parce qu'on l'a vu tantôt, un gros consommateur d'alcool, après 1 an, il y avait encore ces effets-là, mais ça tendait quand même à retourner tranquillement vers la normale. Ça peut être très long, mais ça tend à retourner vers la normale. Des jeunes qui consomment des drogues de façon importante développent-ils des comportements ou un jugement moins mature à l'âge adulte? Encore là, ce n'est pas tout à fait démontré. Mais comme je vous ai expliqué tantôt, on a de bonnes raisons de croire que le fait de commencer à consommer des drogues, ça peut vraiment venir jouer sur le développement normal
qui se passe à l'adolescence. Donc oui, c'est ça, ça peut avoir des conséquences, mais là, l'ordre, la grosseur des conséquences, je ne le sais pas trop. Mais oui, il peut y avoir des petits changements, mais en même temps, ça dépend aussi de... Bien, c'est ça, ça dépend de l'âge de début de consommation, mais ça dépend aussi de la quantité qu'on consomme pour combien de temps. Fait que le plus que tu consommes depuis plus longtemps, puis si tu as commencé à 12 ans, bien, c'est sûr que ça va avoir des plus gros effets que si tu as commencé à 16-17 ans, pas beaucoup, puis depuis moins longtemps. Fait que, en gros, c'est ça. OK, je pense qu'on arrive à la dernière question. C'est sur, cette fois-ci, non pas la psychose, mais l'anxiété, dont on n'a pas voulu parler, mais c'est quand même très important. La question, c'est, avons-nous des données plus qu'anecdotiques sur l'apparition ou l'aggravation de troubles anxieux sérieux après une seule consommation de THC? Pour ce qui est des relations, je vais répondre plus globalement à cette question-là. Pour ce qui est des relations entre anxiété et THC, grosso modo, il peut y avoir des réactions anxieuses chez les gens qui sont inexpérimentés, qui vont commencer à consommer du cannabis. Il peut y avoir des réactions anxieuses. Éventuellement, les gens qui s'habituent, ça va plutôt avoir un effet anxiolytique, sauf quand ça devient plus une consommation qui tend vers l'abus et la dépendance, où là, on va voir plus réapparaître des phénomènes d'anxiété, l'anxiété rebond, etc. Ce qui a amené des gens à se poser la question, est-ce que la consommation chronique de cannabis ne pourrait pas augmenter le risque de développer un trouble anxieux tel qu'on pourrait le diagnostiquer avec les outils du DSM-4, donc pas un trouble qui dure un jour, là, on parle d'un trouble psychiatrique. Le trouble d'anxiété généralisée, ça persiste dans le temps. Donc, il a fait une étude pour voir s'il y a eu un bon nombre d'études pour essayer de voir si le cannabis augmente un peu le risque de développer des troubles anxieux tels que diagnostiqués dans le DSM-4. Puis la réponse, c'est que ça l'augmente, mais un tout petit peu. Le cannabis, ça fait plein de choses. Ça peut avoir plein d'impacts, mais c'est rare que ça ait des effets carabinés. C'est généralement des effets subtils. C'est ni l'enfer sur Terre, ni un verre d'eau. Puis dans le cas du cannabis, c'est quelque part entre les deux. Ça augmente légèrement la probabilité de développer un trouble psychiatrique de l'ordre des troubles anxieux. Est-ce qu'on a terminé? Oui. OK. Merci beaucoup de votre présence. Puis un gros merci à Carl-Philippe.